Vous écoutez Coxside Feel and Chill, une émission présentée par Geoffrey Fureur et Aurélien Allard. Et ici, on fait de la science quick and dirty. Parce que c'est comme ça qu'on fait en temps de guerre, bande de débiles. Hello, Moïka et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Coxside Feel and Chill. Et comme d'habitude, je suis accompagné d'Aurélien, avec qui nous allons un peu papoter avant d'accueillir notre invité du jour. Donc salut Aurélien, comment vas-tu? Bah très bien, c'est une belle journée sur Nantes. Comment est-ce que tu vas? Qu'est-ce qui t'a fait ces derniers temps? Qu'est-ce qui t'intéresse en ce moment, Geoffrey? Eh ben écoute, ça va plutôt bien en ce moment, c'est l'hiver en Finlande. Malheureusement, pas de neige, je l'attends de pied ferme, mais avec le réchauffement climatique, on connaît des températures malheureusement plus hautes qu'à l'accoutumée. Donc, toujours pas de neige. Normalement, dans les normes saisonnières, on est censé en avoir. Et eh bien, écoute, en ce moment, je vais parler un peu plus directement de ce que je fais en ce moment. Surtout qu'en plus, il y a eu des petits événements très sympas qui sont arrivés liés au boulot. Donc, pour faire simple, moi, en ce moment, je suis sur un projet de 3 ans, un projet européen qui connecte deux universités entre elles. C'est un projet qui est financé via un réseau d'universités qui s'appelle YUFE, Y-U-F-E, qui veut dire Young Universities for the Future of Europe. Et donc, en fait, ils ont obtenu beaucoup d'argent de la part de l'Europe pour financer tout un tas de postdocs et de projets de recherche liés à des thématiques qui sont importantes pour l'Union européenne. Et dans mon cas, c'était sur le bien-être et plus spécifiquement sur les challenges et les opportunités que rencontrent les milieux urbains. Il fallait connecter ces deux thématiques. À l'époque, ils avaient fait un appel à projet et donc il fallait trouver deux universités liées à cette alliance d'universités YUFI. C'est souvent des universités plus jeunes et moins, on va dire, prestigieuses et qui font partie de cette alliance-là pour se donner de la force, justement. Et dans mon cas, il y avait l'Université de Finlande de l'Est, avec qui j'ai trouvé une chercheuse pour être dans son laboratoire, qui est un laboratoire de bien-être existentiel, un laboratoire multidisciplinaire avec plusieurs disciplines à l'intérieur. Et j'ai écrit un projet qui s'appelle, je vais essayer de le traduire en français, mais en gros, les obstacles existentiels dans les milieux urbains qui sont un frein au bien-être. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est très pragmatique. C'est pour étudier ce qui, dans les milieux urbains, qu'est-ce qui va venir en fait impacter positivement ou négativement certaines variables spécifiques, on va dire existentielles, du bien-être, puisque en fait, le bien-être n'est pas un bloc, c'est une constellation de plus petites variables qui interagissent les unes entre elles. On peut y retrouver par exemple la satisfaction avec sa vie, qui sont en général les mesures les plus courantes de bien-être qu'on peut retrouver quand on entend parler, comme par exemple quand on entend que la Finlande est le pays le plus heureux du monde. En fait, ça se base sur des rapports qui sont écrits par exemple par l'OCDE, des chercheurs, chercheuses de l'OCDE ou des Global Happiness Report, qui sont aussi une institution autonome et qui se base en fait sur des données qui mesurent la satisfaction avec sa propre vie. Donc c'est pour ça que c'est aussi un peu, on va dire, faux de dire que la Finlande est le pays le plus heureux du monde, puisque les données montrent plutôt que les gens sont ceux qui sont le plus satisfaits avec leur vie. Mais en fait, ils sont très proches des autres pays nordiques aussi. Donc en fait, on retrouve, les différences sont pas vraiment significatives entre la Finlande, la Norvège, le Danemark et la Suède, même si la Finlande les dépasse de quelques micro-points. Et on retrouve d'autres variables moins étudiées. C'est en fait l'apport de mon projet. Il est là pour un peu mieux comprendre l'impact de certains environnements urbains sur des variables moins étudiées du bien-être, comme par exemple les besoins psychologiques fondamentaux, qui vont être le besoin de connexion, le besoin de compétence et le besoin d'autonomie. Ils sont des besoins dérivés d'une théorie plus globale du bien-être et de la motivation humaine, qui viennent de Ryan et Deci, qui s'appelle la Self-Determination Theory.
Et je ne vais pas rentrer dans le détail parce que c'est un composé de 6 mini-théories et ça fait plus de 50 ans qu'on a des investigations empiriques de ce que cette théorie prédit. Et voilà, mais c'est une théorie sur ce qui motive intrinsèquement les êtres humains, comment les êtres humains intègrent les normes sociales de la société pour en faire des motivations extrinsèques et l'impact de ce qui nous motive réellement sur nos besoins psychologiques fondamentaux et quels sont ces besoins psychologiques fondamentaux. Mais j'y intègre aussi des variables liées au sens de la vie, donc le fait d'avoir une direction claire dans sa vie, le fait de se sentir avoir de la valeur, le fait d'avoir un impact positif, etc. Et donc j'intègre ça aussi avec des variables plus classiques, comme je disais, de life satisfaction ou d'équilibre émotionnel entre émotions positives et négatives. Et parmi les éléments urbains sur lesquels je vais me focus, donc je vais avoir des échantillons qui vont venir de participants que je vais payer, qui sont un échantillon représentatif des USA sur 500 participants, mais aussi directement avec des villes avec lesquelles je vais travailler, donc une ville en Finlande, qui est une ville Joensuu de Finlande de l'Est, en Carélie, et aussi avec la ville d'Anvers. Et les environnements urbains sur lesquels je vais on va dire, me concentrer, ça va être par exemple les lieux dits communaux, donc des endroits de socialisation où on peut, voilà, des lieux où on peut interagir avec d'autres êtres humains. Donc potentiellement, je fais la prédiction que l'absence de ce genre de lieux, et donc j'essaie de trouver aussi un moyen de mesurer si ces lieux sont présents ou pas, ont un impact positif ou négatif sur les variables que j'ai citées. Et je vais avoir aussi des listes de lieux pour voir quels sont les types de lieux qui sont considérés comme des lieux communaux. Donc il y a une mesure de est-ce que vous avez des lieux où vous pouvez socialiser, etc. autour de vous. Et après, je vais pouvoir les connecter avec des trucs plus concrets. Donc par exemple, des espaces verts, des parcs, des bibliothèques, des endroits pour faire du sport, etc. Mais pas que, parce que je veux tester des modèles plus complexes. Donc je vais y intégrer des variables très importantes comme le fait que vous viviez dans un environnement urbain qui connaît du vandalisme ou au contraire de la dégradation. On voit qu'il y a des comportements antisociaux et également des variables de confiance. Est-ce que vous avez l'impression, par exemple, j'y intègre une mesure très connue des économistes comportementaux, sauf que là, c'est juste en déclaratif, qui est la tâche du portefeuille. Donc, on vous demande si vous perdez votre portefeuille dans le lieu où vous vivez, quelles sont les chances que, par exemple, un étranger vous le ramène, un policier le ramène ou un proche qui le trouve le ramène. Et donc, ça va me permettre de construire des modèles pour un peu mieux comprendre comment ces environnements urbains interagissent avec des variables de bien-être, mais aussi pour mieux comprendre le bien-être, parce que je vais tester des modèles, je ne vais pas rentrer dans le détail, de comment ces différentes variables interagissent entre eux pour mieux comprendre. En fait, c'est ce qui m'intéresse un peu, c'est le côté philosophique, on va dire, de la question, comment le bien-être psychologique est construit et comment ces variables interagissent entre elles. Et donc, c'est l'événement de la semaine là, qui m'a fait très plaisir. J'ai organisé un workshop avec des membres de la ville de Joensuu en Finlande, du conseil municipal et qui travaillent pour la ville, pour m'aider à récolter des données dans cette ville. Et donc, ils étaient extrêmement enthousiastes de ce projet de recherche-là. Et donc, du coup, là, c'est la collaboration devrait se lancer d'ici l'année prochaine. Je vais avoir une assistante qui va me permettre d'implémenter le questionnaire en finnois. Et donc voilà, donc c'est un projet qui avance tout doucement, mais qui avance, donc je suis très heureux. Et je vais bientôt avoir mes participants des USA très bientôt aussi. Donc pareil, c'est génial. Et en plus, ça me permet de travailler sur un projet auxiliaire avec Franck Martella, qui est intéressé pour créer une nouvelle mesure de sentiment de sécurité. Donc voilà, ce sera pour un autre podcast que j'en parlerai. Mais du coup, ça a aussi donné naissance à un nouveau projet avec un autre chercheur à côté. Et on profite du fait que j'ai des participants et des échantillons intéressants pour tester de nouvelles choses là-dessus. Donc voilà, c'est un peu mon petit quotidien du moment. Trop bien. Bah, ça fait un énorme projet. Mais du coup, j'imagine que tu nous en parleras beaucoup plus dans 6 mois ou un an quand tu auras fini Ouais, quand ça. on aura les résultats, ouais. Ouais, Ouais. ouais. Ok, trop bien. Donc voilà, et puis bah voilà. Mais et toi, de ton côté, Aurélien, raconte-moi un petit peu ce qui te fascine un peu en ce moment, tes projets.
Alors globalement, ce qui m'occupe en ce moment, ça reste pas mal d'enseignement, où le semestre se finit. Donc ça fait pas mal de statistiques de nouveau. Mais ce que j'ai fait aussi ces derniers temps, c'était lire sur les méta-analyses, parce que je vais participer à un workshop sur les méta-analyses. Donc les méta-analyses, c'est le fait de chercher à résumer quantitativement les résultats de plein d'études différentes. Donc, par exemple, il y a eu plein d'études sur l'impact de la thérapie cognitivo-comportementale sur la dépression. Et donc, on fait le résumé d'une centaine d'études, mettons, différentes, en les combinant toutes entre elles de façon quantitative pour avoir un résumé de l'impact moyen des TCC, donc thérapie cognitivo-comportementale sur la dépression. Et donc ça, c'est considéré comme étant parfois l'étalon or, enfin la meilleure chose à faire pour avoir une réponse définitive sur l'état de la littérature scientifique sur une question donnée, parce que ça permet de combiner plein d'études différentes et donc d'avoir une équivalence d'une taille d'échantillon qui soit gigantesque. Parce que n'importe quelle étude sur la thérapie cognitivo-comportementale va avoir, mettons, 40, 50, 60, 70 patients. Mais si tu combines une centaine d'études, bon, bah, tu arrives plutôt à des dizaines de milliers de patients assez facilement. Et ça, en fait, globalement, ça reste quelque chose de très très bien, mais c'est extrêmement critiqué comme technique parce que ça tend à faire qu'on va avoir envie d'inclure des études très très diverses, le plus d'études possible, et avec un contrôle de qualité qui va être parfois assez faible. Donc n'importe quelle méta-analyse qui se respecte fait quand même une exclusion des études qui sont un peu trop différentes ou qui sont de faible qualité ou des choses comme ça. Mais on a quand même tendance à être assez inclusif pour la méta-analyse, enfin, avec l'idée de, bon, bah, si notre objectif c'est quand même de garder le plus d'études possible pour avoir une taille d'échantillon à peu près décente, mais ça conduit potentiellement en fait à avoir des méta-analyses qui sont globalement une collection d'études qui sont chacune très biaisées, potentiellement chacune biaisée en faveur de l'augmentation d'un effet, de l'exagération d'un effet lié à des biais de publication, à des problèmes de volonté d'exagérer les résultats obtenus. Ce qui fait qu'en fin de compte, tous nos résultats finissent par être potentiellement fortement biaisé. Donc si on fait une collection, une accumulation d'études pas terribles, bah, ça nous donne une méta-analyse pas terrible à la fin. Et donc ces derniers temps, je lisais sur ça, je lisais sur les manières différentes de faire remédier à ces problèmes, de chercher à avoir des méta-analyses qui soient plus stopfiables. Alors, quelque chose qui est assez fortement dans les débats de ces dernières années, c'était plutôt que faire des méta-analyses, vu que la littérature scientifique est un peu trop biaisée, il vaut mieux refaire des études, mais les refaire proprement dès le début. Donc refaire des réplications qui soient effectivement beaucoup plus propres, avec des beaucoup plus grands échantillons, et que c'est potentiellement plus fiable de refaire tout de zéro, plutôt que de se baser sur des études où on n'a pas contrôlé les différents types de biais. Ce qui pose aussi d'énormes problèmes parce que ça coûte beaucoup plus cher et c'est potentiellement un peu bête de se passer de la littérature qui a été faite sur ces sujets. Voilà, donc ça c'était un des sujets qui m'intéressait ces derniers temps. J'ai pas de solution universelle à ce sujet, mais c'est quelque chose qui je trouve assez fascinant parce qu'il y a l'idée de accumuler des données, faire des grands résumés de la littérature, c'est quelque chose de potentiellement magnifique. Mais si la littérature scientifique est biaisée dans différents domaines, ça reste problématique et il n'y a pas de solution qui soit forcément hyper satisfaisante pour ça. Et donc, du coup, en fait, le problème au cœur de ces méta-analyses, c'est même pas tant que ensuite les protocoles statistiques qu'ils mettent en place pour voir s'il y a un effet ou pas sont mauvais, c'est juste leurs critères d'inclusion qui sont mauvais. Et Alors c'est donc, potentiellement les critères d'inclusion qui sont mauvais, effectivement qu'ils incluent trop d'études. Après, le problème en fait, c'est qu'on peut faire des critères d'inclusion hyper stricts hein, et de garder juste la meilleure étude. Mais dans ce cas-là, ça devient absurde. Enfin, si on garde juste une, deux ou trois études, c'est ouais, c'est possible plus en une fait méta-analyse. que c'est plus une méta-analyse et c'est possible que ces trois études, par hasard en fait, aient elles-mêmes d'autres problèmes qu'on n'a pas réussi à distinguer. Et du coup, le fait d'éliminer 90% de la littérature, ça peut aussi poser beaucoup d'autres Hmm. problèmes par ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est un problème un peu insoluble, mais qu'on va essayer de résoudre dans quelques jours dans le workshop auquel je vais participer. On a hâte d'avoir les résultats auxquels, si vous en trouvez, d'avoir d'avoir vos solutions.
Et juste une dernière petite question avant d'accueillir notre invité, juste par pure curiosité personnelle. Moi, ça m'est déjà arrivé dans mes propres recherches de voir des gens, ils appellent pas ça méta-analyse, mais ils vont quand même compiler quatre cinq études pour voir s'ils trouvent un effet. Il y a un critère, hein, pour déterminer à partir de quel moment tu as une méta-analyse. Est-ce que ça se base plutôt sur le nombre d'études existantes et combien t'en gardes, ou est-ce qu'il y a un chiffre à partir d'un certain nombre d'études inclus, tu vas dire oui, là c'est une méta-analyse. Non, il n'y a pas de critères stricts, hein, globalement. Enfin, c'est possible de faire une méta-analyse, enfin un certain type de méta-analyse avec deux études. Dans ce cas-là, souvent, on parle de mini méta-analyse, si tu te Ok. bases juste sur quatre cinq études pour faire ça. Mais il y a Ouais. pas, c'est comme un peu tout. Il y a des frontières un peu floues et entre la Ouais, combinaison ouais. un peu à l'arrache de quatre cinq études et une vraie méta-analyse propre, c'est assez flou. Après, si on veut faire une méta-analyse proprement, il y a plein de critères, de guides pour faire ça de façon extrêmement propre. Mais donc du coup, oui, si on veut suivre les guidelines, les recommandations officielles, dans ce cas-là, c'est très différent de juste de faire la combinaison de cinq études. Mais sinon, c'est pas très très clair. Et bah, passionnant. Et ben, on a hâte d'en apprendre plus quand on fera le prochain épisode et que tu seras sans doute revenu. Et d'ailleurs, tu t'envoles vers le même endroit par pur hasard qu'est notre futur invité que vous allez découvrir dans la seconde partie de l'émission. Donc, à tout de suite. Nous avons la joie, que dis-je, l'honneur d'accueillir une invitée d'exception. Et encore une fois, nous sommes sur trois fuseaux horaires différents. Avec moi en Finlande, Aurélien en France et notre invité en train de vivre sa best life en Australie. Tandis que moi, je peux admirer de magnifiques couchers de soleil à 14 heures du soir. Eh ouais, je suis même pas jaloux. Après des études en sciences sociales et humaines, notamment en histoire et en économie, et un master en sciences cognitives, elle a réalisé son doctorat à l'Institut national d'études démographiques, portant sur la question de l'investissement parental au sein de contextes sociaux et culturels différents. Experte des questions de matrilinéarité, de patrilinéarité, et je suis content de les avoir prononcées du premier coup, et des inégalités de genre, elle porte de très nombreuses casquettes, probablement du soleil d'Australie. Anthropologue cognitive et évolutionnaire, parfois journaliste pour l'AFIS ou pour Le Vent se lève, et bientôt pour le monde diplomatique, militante féministe et écologiste, et même pratiquante assidue de yoga, elle réunit toutes les qualités pour entrer dans la catégorie forgée par nos meilleurs scientifiques français, à savoir l'islamo-gauchisme et le féminazisme. Mais attention les mascus, si vous écoutez ce podcast, ce genre, je doute plutôt fort, car elle est une queen et elle slay, c'est Loya Lamarck. Bienvenue parmi nous. Merci Bienvenue, beaucoup, Loya. pour cette présentation. Et comme à l'accoutumée, on va commencer par un petit jeu qui, je l'espère, va fitter tes centres d'intérêt. Euh, donc, je vais vous donner des citations. Il va falloir deviner si cette citation vient d'un influenceur mascu-toxique, si elle vient d'un penseur sérieux, mais qui est aussi quelque part peut-être un influenceur mascu-toxique, puisqu'on connaît de nombreux dérapages en milieu intellectuel, ou si c'est juste un penseur ou une penseuse sérieux. Est-ce que vous êtes prêts? C'est parti. J'adore ce concept. Vas-y. Ah, ça me fait plaisir. Alors, le premier. Ce qui, chez la femme, inspire le respect et assez souvent la peur, c'est sa nature, qui est plus naturelle que celle de l'homme, son authentique souplesse de bête de proie rusée, sa griffe de tigresse sous son gant, sa naïveté dans l'égoïsme, son inéducabilité et sa sauvagerie intime, l'aspect insaisissable, ample, vagabondant de ses désirs et de ses vertus. Mais en dépit de la peur, ce qui éveille la pitié pour ce beau félin dangereux, la femme, c'est le fait qu'elle apparaisse plus exposée à la souffrance, plus vulnérable, plus sujette aux besoins d'amour et plus inéluctablement vouée à la déception que tout autre animal. Peur et pitié, c'est avec ces sentiments que l'homme a considéré la femme jusqu'à présent, toujours un pied dans la tragédie qui déchire en ravissant. Les trois catégories, c'est influenceur,
Ou intellectuel, en Influenceur gros? mascu-toxique, ouais. Influenceur, influenceuse mascu-toxique. Ça peut être un penseur ou une penseuse sérieux, mais qui a dérapé, et qui, du coup, peut-être peut être pris comme aussi dans la catégorie influenceur, influenceuse mascu-toxique. Ou juste quelqu'un de sérieux, qui a écrit sérieusement quelque chose qui tient debout. Ok. Parce que Ok, j'ai peur de là. te dire une dinguerie, mais j'avais l'impression de reconnaître Simone de Beauvoir dans le premier tome du deuxième sexe, où elle parle, mais du point de vue des hommes. Ce qu'est la femme Ah, aux yeux des hommes. intéressant. Mais Intéressant. c'est une dinguerie, vu ta réaction. Eh ben, écoute, je vais pas donner de réponse, mais j'irai pas tant que ça parce que je pense que Simone de Beauvoir a lu la personne qui a écrit cet extrait. Ok. Donc c'est, j'imagine, pas un influenceur. Déjà, ouais. Mais c'est quand C'est même un quoi? peu mascu-toxique. En tout cas, on peut exclure la, la catégorie penseur pas Ouais. tout à fait sérieux, non? Qu'est-ce que t'en penses, Loya? Ah non, je pense que c'est un penseur-penseuse. Ouais. Mais un peu qui dérape ou pas? Tu me demandes de juger le contenu de ce qu'il dit? Ouais, ouais, tu peux, ouais. T'as le Oui, droit. oui, oui. Ouais. Oui, non, clairement. Enfin, quand tu commences par la femme est par nature, enfin, de toute façon, ça, c'est jamais. Ça, c'est vrai. Non, la citation était quand même atroce. Donc oui, je pense effectivement la deuxième catégorie, c'est un pari à peu près sûr. Ouais. Ouais, ben, c'est bien deviné, c'est Nietzsche dans Part de la bien et mal. Ah, Ah, ce bon vieux Nietzsche. intéressant. Non Et mais c'est Ah pas là là, là. impossible que Simone de Beauvoir ait lu et connaisse ce passage quand elle écrit et qu'il y a peut-être même un tacle. bah, Nietzsche c'est un peu Possible. un influenceur mascu-toxique, donc c'est pas clair si c'est la deuxième ou la première ou la deuxième catégorie quand même. Hmm. Ouais, ouais. Mais là où ça va devenir marrant, c'est qu'après, il y aura peut-être des moments où ça va être dur de se dire est-ce que c'est un influenceur mascu-toxique ou un vrai penseur célébré dans l'histoire? Hmm. Allez, prochaine citation. Le seul aspect de la... que la... il y a une faute dans la phrase là. Le seul aspect de la femme, que la femme du coup, révèle... Non. Le seul aspect de la femme révèle qu'elle n'est destinée ni aux grands travaux de l'intelligence, ni aux grands travaux matériels. Elle paie sa dette à la vie non par l'action, mais par la souffrance, les douleurs de l'enfantement, les soins inquiets de l'enfance. Elle doit obéir à l'homme, être une compagne patiente qui le rassénère. Elle n'est faite ni pour les grands efforts, ni pour les peines ou les plaisirs excessifs. Je dirais que c'est un Déjà, Ah, style un c'est... peu classique, je sais pas. Donc du coup, j'imagine une deuxième catégorie de nouveau, mais j'en sais rien. Loya, t'en penses quoi? Donc sérieux, mais qui énorme dérapage, c'est ça? Hmm, ouais. ouais, je dirais pareil que toi. Euh, Donc pas un influenceur. Non. Ah, Pas un c'est trop bien influenceur. écrit pour un influence. Enfin, pardon, c'est Ah, pas c'est vrai. cool. Euh, Eh ben c'est bien vu et c'est effectivement quelqu'un qui écrit très bien. C'est Schopenhauer. On est pas longtemps avant Nietzsche et Ouais. c'est quelque chose qui a paru, je crois, après sa mort. Je pense que c'est un des pires textes sur les femmes qu'on peut trouver dans l'histoire de la philosophie. C'est dans les Parerga et Paralipomena. Donc c'est en fait des compléments de réflexion de son œuvre majeure sur de son opus magnum. Et ça s'appelle Essai sur les femmes. Si vous cherchez des dingueries sur misogyne, c'est exceptionnel ce passage. Mais honnêtement, il y a une telle concurrence parmi les horreurs que les philosophes ont pu écrire sur les femmes. Je sais pas. Disons que j'imagine que ça peut être dans les pires, mais je pense il y a d'autres choses de même ouais, niveau. parce que le début, c'est presque une description de leurs conditions sociales aussi. Enfin, de fait, les femmes, elles sont exclues de la production socialement valorisée. De fait, on les autorise qu'à enfanter. Enfin, C'est vrai que ça c'est pourrait être vrai une description. enfin, en tout cas, le début, je me suis dit, bon, ça se trouve, c'est juste quelqu'un qui l'écrit. Je sais plus, Ouais, Schopenhauer, du coup, c'est le 18e, 17e. 19e. Début 19e. 19e. Mais c'est vrai que ça dérape au moment, parce que ça peut être une description sociologique, c'est vrai, c'est bien vu. Mais le moment où ça dérape, c'est elle n'est faite ni pour C'est blablabla. ça. Et Ouais. là, on est sur le normatif, et là, tu te dis, ah oui, non, en fait, il n'est pas juste en train de décrire. Bah ouais, ouais. Non, mais je veux dire, le nombre de philosophes qu'il faut cancel
Aristote en premier, enfin, qui décrit la femme comme étant un pur contenant et ne donnant aucun C'est un contenu à four. l'enfant, mais Mm. voilà, J'avais c'est j'avais un un prof à vase. la fac qui avait dit ça. Il avait dit, écoutez, si vous voulez comprendre la philosophie d'Aristote sur la femme est un four. Vous y mettez les choses, tout ce qui est bien et bon vient de l'homme, on le met dans le four, et puis après ça cuit, et hop, t'as un enfant. Voilà, donc un rôle en somme limité. Ouais, ouais, plutôt. C'est-à-dire que même dans l'acte créateur biologique, on enlève même ce que la Ouais. femme apporte de central et de primordial. Donc il y a vraiment une pensée compliquée vis-à-vis de ça. Allez, prochaine citation. Les garçons souffrent dans le monde moderne. Ils sont plus désobéissants de façon négative ou plus indépendants de façon positive que les filles, et ils en pâtissent tout au long de leur parcours scolaire avant l'université. Ils ont moins d'agréabilité, donc l'agréabilité étant un trait de personnalité associé à la compassion, à l'empathie et à l'évitement du conflit, et moins susceptibles de souffrir d'anxiété et de dépression, du moins après la puberté. Les centres d'intérêt des garçons se tournent davantage vers les choses, tandis que ceux des filles se tournent davantage vers les personnes. De manière frappante, ces différences fortement influencées par les facteurs biologiques sont les plus marquées dans les sociétés scandinaves où l'égalité entre les genres ont été poussées le plus loin. C'est exactement l'inverse de ce à quoi s'attendraient ceux qui affirment de plus en plus fort que le genre est une construction sociale. Ce n'est pas le cas, il n'y a pas de débat, les données sont là. Ok, Je, vas-y, hmm. Loya. Mm. Je pense que Job, tu l'as catégorisé dans une, genre quelqu'un un mascu basique, quoi. Genre pas spécialement, non, pardon, juste un influenceur pas spécialement mascu. Il y avait cette catégorie. Ouais, oui, en fait, tu peux dire aussi tu peux affiner les catégories que j'ai données. Mm. Ouais, en tout cas, moi j'ai l'impression de reconnaître genre Peterson ou Pinker. Enfin, pour sortir autant de psycho et autant de trucs sur la nature, du gender gap et tout, Mhm. Oui, quelqu'un oui, de latine. ça Et semble toi, Aurel? assez plausible. Non, non, mais je suis d'accord au moins sur le diagnostic. Euh, En même temps, il y a aucune grosse dinguerie par rapport à l'aspect purement descriptif, hein. La conclusion de il n'y a pas de débat à avoir, les données sont claires, ça m'agace profondément, dans le sens où tout ça, Hmm, c'est tellement en débat. hmm, Euh, C'est ça, c'est qu'en fait, il assène énormément de choses en les faisant passer pour des vérités, alors que c'est vraiment des études qui sont en débat. Enfin, le Gender Equality hmm, Paradox, c'est un papier qui est sorti il y a peut-être maximum 5 ans. Euh, il n'a jamais été répliqué. Enfin, je veux dire, la science, elle est en train de se faire là-dessus, quoi. On n'a pas du tout hmm, hmm, tranché hmm. sur. hmm. Enfin, bon, et puis il y a plein de soucis avec cette théorie aussi, mais je vais pas en parler maintenant, mais. Et donc, ouais, c'est extrêmement présomptueux comme citation. Ouais, Mais, je suis Euh, assez d'accord. ok, Vas-y, genre, Aurélien, tu veux... et le truc, en fait, c'est Vas-y. que si on dit que c'est Peterson, dans ce cas-là, je pense que ce sera plutôt dans la catégorie tocard. Si on dit que c'est du coup, si on dit que c'est Pinker, je pense que ce serait penseur sérieux, mais qui dérape par moment. Ouais, je suis d'accord. Et en même temps, ouais. Donc, je n'ai aucune idée sur Ou comment on est penseur censé catégoriser ça. ou penseur qui fut sérieux, il y a longtemps. Ouais, Pinker, il continue d'écrire des articles intéressants, je trouve. Ah, Mais je sais pas, je suis plus hmm, sa carrière purement académique. hmm, J'imagine qu'en psycholinguistique, il doit être encore bon, je pense. hmm. Mais en tout Vas-y, cas, Loya. Loya connaît bien ses mascus, hein, parce que c'est bien Hmm. Peterson. Et oui, Allez. il a reconnu sa Bah attends, signature unique le numéro un. ouais, de la flèche assénée, pleine de certitude en brandissant les données. C'est très bien vu. Non, mais il est extrêmement assertif en fait quand il parle. Et je pense que c'est ce qui fait que c'est un des mecs les plus écoutés sur YouTube, hein. Une des personnes les Ouais, plus c'est écoutées sur fou. YouTube. J'ai eu une conf sur la manosphère il y a pas longtemps et il était genre en troisième position après Joe Rogan, je sais plus quoi, et Ah, c'est Andrew Tate. terrible. Ah, Joe Ouais, Rogan, c'est non, encore terrible. pire. Ah oui, Tate, Ouais, bon voilà, c'est. ouais. Mais c'est des mecs qui sont, enfin, c'est quasiment les personnes les plus écoutées de YouTube, même pas que dans la catégorie manosphère, quoi. Qui ont Ouais, vraiment eu un c'est impact. fou. Ouais.
Je me demande quelle part, toi tu dirais quelle part de gens aussi écoutent ça par fascination un peu presque, pas morbide, mais c'est le mot qui me vient à l'esprit. Parce que moi, c'est des fois des gens que je vais aller écouter, parce que je me demande quel type de dinguerie justement ils peuvent raconter. Bonne question. Je sais que par exemple, Euh, Andrew Tate, il est dans la sauce depuis des années parce qu'il a fait des arnaques, parce qu'il est parti en prison. Je me demande combien de gens regardent ça un peu comme une telenovela, quoi. Ah ouais, mais enfin, parce que quand même, écouter ces vidéos pour quelqu'un qui adhère pas du tout à ses idées, ça doit être pénible, tu vois. Suivre la vie d'Andrew Tate, ok, ça peut être distrayant, mais genre se taper 2 heures de discours sur... Non, c'est vrai. Mais après, ce qui comptabilise, c'est les vues, pas les heures d'écouter. Exact, Je, exact. je pense qu'il y a quand même Tout à assez peu de fait. gens qui ont le plaisir malsain que toi ou Benoît peuvent avoir pour écouter ce genre de trucs. Je Bah, je dirais que sais les... pas, Hmm. t'as des gens qui vont aller regarder des mukbangs, par exemple. Tu sais, c'est des gens qui s'empiffrent et qui deviennent obèses en live. Il y avait eu un scandale il y a pas longtemps avec un mec comme ça. Je me dis, il y a des gens qui vont bien aller voir ça, quoi. C'est vrai, c'est Ouais, mais vrai. là, c'est Mais plutôt c'est un peu plus spécifique, quoi. ludique quand même. Oui, voilà. Andrew Ouais, Tate, c'est tu vrai. l'écoutes pour ce qu'il dit, vraiment pour le contenu. Je suis pas sûre qu'il fasse Ouais. des grands effets vidéo stylés. Enfin, je sais pas. En fait, en tant que Non, pas fille, trop. l'algorithme me propose très peu de Mais vidéos de ce Andrew genre. Tate, c'est dans mes limites. C'est tellement extrême ce qu'il peut raconter que même là, je prends pas trop de plaisir à les regarder. Je préfère regarder une vidéo de quelqu'un qui l'analyse que d'aller écouter Ouais, directement. ouais. Allez, prochaine citation. Le rejet du couple n'a pas qu'un fondement matériel pour les femmes, notamment chez les nouvelles générations qui déplorent la charge émotionnelle et relationnelle encore inégalement répartie. Mais cette question appelle à une remise en cause du fondement même de la socialisation masculine, qui prescrit aux garçons une distance à leurs émotions et dont les effets délétères sur la santé mentale des hommes justifieraient un programme de santé publique dédié. Je dirais quoi, Aurélien? Je dirais qu'il n'y a rien de choquant là-dedans. Enfin, je dirais que c'est relativement consensuel, mais j'en sais trop rien en fait. En fait, le truc, c'est que c'est intéressant parce que je pense que n'importe qui des trois catégories aurait pu dire la même chose, mais juste dans un contexte différent. Qu'est-ce que t'en penses, Hmm. ça? Avec Loya, on se marre et on sait pourquoi. Ouais. Ah oui, vous connaissez? Ouais, on C'est connaît. un Mais toi petit aussi, peu d'ailleurs, Aurélien, tu connais très bien. Tu connais très bien l'auteur de cette citation. C'est vrai? Ou l'autrice. Oui, oui. Ah, donc c'est toi? Et oui, C'est c'est Loya qui a moi. écrit C'est Tout ça. toi. à fait. Dans un article très intéressant qui s'appelle L'essor du célibat au-delà des paniques morales. Mhm. Ah, mais c'est chouette, Donc, ça. voilà, j'en fais la pub en même temps si les gens veulent aller le lire, très intéressant. C'était Ouais, dans merci. justement le... comment s'appelle la revue déjà? Tu peux me le rappeler? Le vent se lève. Le vent se lève. Mhm. Ouais, Tu veux dire un mot ouais, comment ouais. tu as été intégré? Parce que j'ai vu que il y avait aussi, c'était autour d'une thématique commune, vous étiez nombreuses à avoir écrit dessus. Comment tu t'es retrouvé intégré à écrire cet article? Ouais, bah moi, ça fait 5 ans maintenant que je contribue périodiquement au Vent se lève. C'est du bénévolat, donc c'est quand j'ai le temps, quoi. Et voilà, c'est un média de gauche, plutôt une gauche traditionnelle, républicaine, matérialiste, qui met l'accent sur les inégalités économiques principalement. Et justement, pour redonner un peu, enfin, pour donner un souffle féministe et ouvrir un peu les sensibilités aux questions sociétales, on a décidé de monter une rubrique avec quatre des rédacteurs, une rubrique féministe. Et donc, il y a eu un article sur Maud Simonet et sur le travail gratuit des femmes qui était super. Et voilà, moi, j'ai eu envie d'écrire cet article et de faire le lien entre une question a priori enfin, voilà, intime, relationnelle, et faire le lien avec des questions matérialistes parce que c'est l'angle du vent se lève, même si je pense que ça résout pas. Enfin, les questions d'exploitation domestique des femmes et d'exploitation matérielle, elles expliquent pas l'ensemble du phénomène du célibat qui monte, mais ça me semblait intéressant de prendre ça comme angle. Voilà. Mhm. Je suis très contente, Aurel, que tu m'aies pas catégorisé Au calme. chez les influenceuses ou Non, non, non. tu t'es dit que le C'était pas contenu te l'idée. paraissait OK. Hmm.
Ok, ok. Prochaine citation. La femelle de l'espèce est plus prudente, plus sélective et généralement moins compétitive que le mâle et ses traits influencent son rôle dans la société. Ok, je suis pas sûr d'avoir compris la citation, mais ça fait influenceur, non? Qu'est-ce qu'on en pense? Franchement, attends, ouais, parce qu'il y a un lien quand même avec le comportement des femelles et la société. Donc c'est un masculin, quasi sûr. Euh, Influenceur. Et en fait, ça fait le ton ne fait pas oral. Ça fait vraiment, c'est un ton écrit, tu vois. D'accord. Hum. Je dirais plus un masculin basique. Mascu Ou basique. Et toi, Aurel? ouais. Non, mais ça me va globalement. Enfin, en tout Ouais, cas, du coup. Mais c'est la catégorie, c'est penseur sérieux qui a dérapé ou influenceur. c'est ça. Après, vous pouvez faire toutes les nuances que vous voulez, on peut tout mélanger. Des fois, ça overlap. Moi, je dirais plutôt penseur quand même. Qui a dérapé. Ok. Qui a dérapé. Oui, Ok. ok. Penseur qui a Qui dérapé, a- ouais. Eh ben, Ok. bien vu, c'est bien ça. C'est E.O. Wilson dans Ah oui. Sociobiology, The New Synthesis de 75. Et Putain, après, je l'aimais bien. et après, on se demande pourquoi les approches évolutionnaires ont mauvaise presse. C'est terrible. Ouais. Mm. Ouais, terrible. En plus, c'est pas l'inventeur de la sociobiologie. Si. Ah ouais, de Complètement. qui Ah, se revendique encore ouais, des mais féministes. c'est, ouais, ouais, mais c'est pour ça que la sociobiologie, elle a coulé quasiment en même temps qu'elle est née, parce que immédiatement, elle était trop politiquement chargée et que si on voulait utiliser des approches évolutionnaires, il fallait un peu se débarrasser de ça. Ouais. Après, c'est pas du tout sur ça qu'il s'est fait défoncer. Enfin, c'est pas sur des questions de féminisme que il Aussi, est. Si? aussi, Ah oui, ouais, aussi. aussi, D'accord. ouais, J'avais ouais. pas l'impression que les débats sur la En fait, sociobiologie. j'ai découvert ça en même temps. Du coup, j'aime bien préparer ces jeux parce que j'apprends des choses en même temps. Et j'ai découvert qu'il y a eu des collectifs féministes qui ont justement repris les points les plus problématiques de ces approches et des affirmations de son auteur. Et il s'est fait épingler, il s'est plutôt fait épingler par pas mal de chercheuses et chercheurs féministes. Ouais. Ouais. Je... Ouais, je comprends. Je comprends. Oui. C'est vrai Après, que l'avantage de sociobiologie. il a aussi fait des choses sérieuses et tout n'est pas acheté. Mais c'est vrai que c'est encore trop imprégné politiquement, je pense. Ouais. Et surtout, enfin, c'est étonnant qu'il ait été remplacé par la psy-évo. Enfin, je pense que si la psy-évo a gagné ensuite du terrain, c'est pas pour ses positions plus égalitaires, parce qu'en fait, la sociobiologie, c'est censé accepter une certaine variation environnementale et même essayer d'analyser un peu ça, enfin, comme l'écologie environnementale. Enfin, il me semble que l'écologie environnementale, ça découle plus facilement de la sociobiologie que la psychologie évolutionnaire, qui est quand même assez euh, qui met l'accent sur des prédispositions innées et peut-être moins sur Hmm, des variations environnementales, quoi. c'est vrai. Donc, mais donc, ouais, l'utilisation de la biologie pour expliquer des différences de comportement femmes-hommes, je pense que ça pourra jamais matcher avec le féminisme, quoi. Ouais, ouais. Qu'est-ce que tu penses des gens qui essaient de le faire sérieusement et sans a priori? Est-ce que tu penses que c'est, on va dire, de base complètement faux, et donc du coup toute approche qui voudrait faire ça est fausse? Ou est-ce que tu penses qu'on peut le faire sans présupposés politiques et juste pour rechercher des différences? Je pense pas que ce soit faux, euh, très honnêtement. Je pense par contre qu'en tant que chercheur, on doit se poser la question de la réception de nos recherches et enfin se poser des questions éthiques en fait. Et il me semble que quand j'entends certains chercheurs ou chercheuses se dire mais oui, mais moi je recherche juste la vérité et je suis curieux et j'ai envie de travailler là-dessus. Enfin, j'ai l'impression quand même qu'il y a beaucoup de gens qui se posent pas la question de comment ça va être réceptionné et moi je trouve que c'est un problème. Je suis d'accord.
Surtout dès qu'on implique, comme tu l'as dit, de la biologie, de l'évolution. Ouais, Je suis ouais. entièrement d'accord. On citera pas de nom d'ailleurs, de chercheuses ou chercheurs qui ont ce discours. On va passer à la suite. Qu'est-ce qu'on avait dit, Aurélien? On a oublié de préparer de l'ordre de qui posait les questions et on en a parlé vite fait sur Signal, mais j'ai déjà oublié. Si tu commences, tu commences. Ah, Vas-y. c'est moi qui Ouais, commence. ouais. Eh ben, eh ben écoute, Loya, on aimerait bien, avec Aurélien et les auditeurs aussi, et auditrices, d'écoute, savoir un peu ce qui te fascine en ce moment. Est-ce que tu réalises des travaux ou que tu fais des recherches de choses qui te stimulent tout particulièrement? Ouais, alors merci pour cette question. Euh, Alors moi, ce que j'adore comprendre, c'est pourquoi est-ce qu'il y a des grands chiffres dans l'histoire, pourquoi à un moment il y a certains pays qui font des révolutions, pourquoi est-ce que au XXe siècle presque tous les pays du monde deviennent monogames et moralisent le concubinage, notamment du côté masculin. Enfin voilà, pourquoi est-ce qu'il y a des grandes innovations culturelles dans l'histoire? Et le sujet qui m'intéresse en ce moment, c'est pourquoi à certains moments, on pense que, enfin, il y a une sorte de backlash patriarcal où on dit, bah, en fait, la place des femmes, c'est au foyer. euh, et, euh, et voilà, pourquoi il y a ces normes qui émergent de division genrée du travail hyper forte, quoi. Et donc, j'ai la chance de travailler là-dessus avec Pauline Grosjean, qui est économiste à l'université de New South Wales, à Sydney en ce moment. Et donc, elle, son idée, c'est de voir comment est-ce que certaines technologies ont pu influencer les normes de division genrée du travail. Et donc l'exemple auquel on pense dans ces cas-là, c'est la charrue lourde. Donc en gros le passage de l'agriculture extensive à l'agriculture intensive, où en fait la charrue lourde, avant que tout soit mécanisé, ça requiert énormément de force du haut du corps. Et donc ça fait que le travail en dehors de la sphère domestique, il peut être fait principalement par des hommes. Et donc avec cette intuition, il y a des chercheurs empiriques qui ont montré que, donc notamment le gros article d'Alesina, un économiste aussi, qui a montré que plus un pays avait inventé la charrue il y a longtemps, donc plus un pays avait passé du temps sous la charrue lourde, et plus dans les mentalités encore actuellement, il y avait une adhésion aux normes de division genrée du travail, donc avec C'est l'idée que dingue voilà, ça. la femme. Ouais, ça c'est assez dingue. Enfin, franchement, cet article est hyper stylé et comme c'est des économistes, ils font tout bien. Enfin, ils trouvent des variables exogènes pour la charrue lourde en fonction de la qualité du sol, etc. Enfin, l'article, ah, je vois Aurélien qui a un petit sourire et qui a Mhm. peut-être des... Retiens-toi, retiens-toi, Aurélien. Mhm. On en parle après. Rien n'échappe à Aurélien. Il est Euh, omniscient. Au cas où les auditeurs et auditrices ne savent pas, il est omniscient. Mais vas-y, Loya. Non, ouais, donc je finis juste de dérouler ce projet qu'on a avec Pauline. Et donc ça a été énormément montré avec la charrue pour expliquer justement que les sociétés deviennent un peu plus patriarcales, en tout cas selon une certaine dimension du patriarcat qui est la division genrée du travail, au moment où on passe à l'agriculture intensive. Et nous, ce qu'on aimerait tester avec Pauline, c'est si la révolution industrielle a eu le même effet. Et donc, on aimerait bien voir si, dans les régions où il y avait le plus de charbon, donc où il y a eu des révolutions industrielles précoces, est-ce qu'on peut trouver des traces de ce backlash patriarcal où on réaffirme la place des femmes au foyer et la place des hommes dans la sphère Mhm. sociale, etc. Et donc, évidemment, avec une lecture un peu intersectionnelle, dans la mesure où ça a probablement renforcé des normes de division genrée du travail dans les classes bourgeoises et peut-être un peu moins dans les classes ouvrières. Mais quand même, enfin, les historiens ont pas mal renseigné que euh, il y a eu un peu deux vagues au moment de la révolution industrielle. Une première où les femmes ont été acceptées dans les usines et où du coup elles avaient un salaire, etc. Et une deuxième où les socialistes se sont dit non mais attendez, en fait ça va tirer les salaires vers le bas et ont en fait interdit, enfin signé dans euh, les grandes réunions internationales à la fin du 19e ont signé contre le droit des femmes à travailler dans les usines, etc. Donc bon, il y a C'est beau sûrement une ça. lecture un peu intersectionnelle, mais globalement, euh, il y a un peu un backlash antiféministe au moment de la révolution industrielle.
Et donc nous, on aimerait voir si on retrouve ça en analysant notamment des contenus de presse. Donc en ce moment, je fais pas mal, euh, j'entraîne des modèles à détecter des backlash antiféministes et tout. Donc c'est assez cool aussi de Hmm. découvrir une nouvelle méthode. D'ailleurs, comment Et tu définirais un backlash? C'est quoi? C'est tout soudainement, il y a un mouvement collectif qui naît et qui fait du bruit? Bah, alors pour l'instant, on a une définition assez basique, enfin qui est pas tellement un backlash, mais on essaye juste de détecter des discours anti-progressistes sur différentes dimensions, donc des discours qui s'opposent à l'égalité maritale, qui s'opposent à l'égalité politique, professionnelle et tout. Hmm. Euh, enfin, ouais, détecter un backlash avec du NLP, ça sera dans un second temps. Je pense que on- ouais, il faut qu'on investigue un peu ça. Mais après, la Hmm. définition d'un backlash, c'est euh, bah, je dirais, un moment dans l'histoire où on se met à ne plus soutenir l'égalité professionnelle alors qu'on la soutenait avant, typiquement, quoi. Ouais, ouais, je vois. Une forme de Ou un rupture, retour. une forme Enfin, de... là, Ouais, ouais. ouais, une rupture. Enfin, là, le fait qu'il y ait de plus en plus de gens qui critiquent le féminisme avec les tradwives et chez les masculins et qui disent que finalement, les femmes au foyer sont pas si malheureuses que ça. Enfin, Hmm. ça contraste totalement avec le féminisme des années 60 où en fait on voyait le travail salarié des femmes comme une émancipation et maintenant il y a un retour de ça quoi. Hmm. Hmm. Et ça, le travail, ce que tu écris Passionnant. sur la révolution industrielle, c'est avec un objectif juste descriptif, ou vous avez des théories ou des idées derrière sur les facteurs qui pourraient déclencher ce backlash ou une augmentation des discours antiféministes? Alors ce sera pas descriptif parce que Pauline elle a vraiment c'est une économiste donc elle veut faire du causal et Ok, c'est pour ça que c'est ouais, pas mal d'avoir des bases de données sur où étaient les mines de charbon ouais. pour avoir un facteur exogène de tout ça. Après, la théorie, ce serait un peu la même que celle d'Alesina. Enfin, c'est de dire que au moment où tu as une technologie qui va bénéficier plus aux hommes qu'aux femmes, enfin, qui en tout cas va euh, matcher plus les compétences physiques des hommes que des femmes, euh, on va se mettre enfin, ça va changer totalement la mentalité de la société Mhm. sur ce dont sont capables les femmes ou les hommes et ce qui est souhaitable pour les femmes et les hommes, quoi. Je sais pas si c'est très clair. Ouais, non, J'ai- c'est très clair et c'est hyper intéressant. Je me demande dans quelle mesure c'est censé être... parce que du coup, j'imagine qu'effectivement, ça va générer facilement plus de ségrégation dans les occupations. Et du coup, après, ça générerait plus de rejet du féminin. Parce que ce que tu avais décrit sur la révolution industrielle, sur le refus des socialistes qu'il y ait des femmes à l'usine, ça, c'était un backlash qui n'était pas dû à une plus grande séparation, qui était au contraire dû au fait qu'il y ait beaucoup de femmes et d'hommes qui partageaient des conditions de travail similaires à l'usine. Donc du coup, dans les deux Ouais. cas, ce serait des mécanismes un peu différents en fonction de la mine ou en fonction des usines, c'est ça? Oui, Hmm. oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Enfin, après, nous, on s'intéresse quand même beaucoup au milieu bourgeois. Enfin, pourquoi est-ce qu'il y a un changement de mentalité dans le milieu bourgeois? Parce que de toute manière, on a des données de presse, donc à cette époque-là, enfin, et c'est des données de la Révolution française jusqu'à 1950, donc c'est quand même réservé à une élite. Et, euh, et malheureusement, voilà, on n'a pas beaucoup de données historiques sur ce que pensaient les classes populaires à cette époque, quoi. Ah, j'avais envie de poser la question s'il y avait un moyen d'avoir accès à ça de manière directe ou indirecte. Bah, James C. Scott le fait un peu dans un livre Hmm. sur la domination qui est vraiment super, où il regarde les chants populaires. Ouais, c'est chouette Euh, ça. et ça, c'est une source vraiment super où il peut voir justement toutes les tentatives de subversion de l'autorité chez les classes populaires, enfin les classes populaires, les dominés, quoi. Euh, mais, euh, mais donc, ouais, c'est hyper chouette. Et pour revenir à ta question, Aurélien, il y a aussi un autre mécanisme enfin, qui, moi, me touche particulièrement. Je suis pas sûre que Pauline l'ait en tête, mais il y a une théorie qui s'appelle la théorie de la reproduction sociale, qui est en très gros un courant marxiste qui essaye d'intégrer le féminisme à la pensée marxiste et donc d'analyser le travail de reproduction
qui est un travail de production d'enfants et de aussi maintien de la force productive. Donc tout ce qui est faire à manger, s'occuper du foyer, enfin voilà, tout ce qu'on imagine de la femme au foyer, quoi. Et qui applique donc les catégories marxistes de plus-value, d'extorsion de la plus-value et d'exploitation au travail de la reproduction. Et parmi ces penseuses, parce que c'est principalement des femmes, donc il y a notamment Federici qui a analysé la chasse aux sorcières comme étant en fait un moment de tournant entre le féodalisme et le capitalisme. Et pour le dire en très très gros, l'idée c'est qu'à partir du moment où on met au pas la classe ouvrière, il faut aussi mettre au pas celles qui fournissent, qui font le travail de reproduction. En gros, production et reproduction vont toujours ensemble. Et à partir du Hmm. moment où il faut enclencher la machine productive, il va aussi falloir mettre au pas les ventres des femmes et en fait Hmm. mettre l'accent sur l'importance du travail reproducteur des femmes. Et ça implique un plus grand contrôle du corps des femmes. C'est Genre très réarmer abstrait comme démographiquement la France. Hmm. exactement. Et donc là, on voit bien le lien Intéressant. entre voilà, la révolution industrielle qui a un moment d'ultra-production, de salariat, enfin pas salariat, mais de, en tout cas, enfin, on mobilise vraiment toute la main-d'œuvre et le lien qu'il peut y avoir entre ça et le fait de ramener les femmes au foyer pour entretenir toute cette main-d'œuvre, quoi. Hmm. Et donc, là, on sort un peu du cadre de tes travaux où tu vas analyser empiriquement en détail avec des modèles, des corpus de données que j'imagine énormes. Si tu devais étendre ça un peu à la société d'aujourd'hui, tu parlais du retour des trade wives, tu penses que ce serait un mécanisme un peu similaire, que c'est une sorte de tentative justement de, je sais pas, justement servir l'économie ou Ah, qu'est-ce c'est qui une bonne causerait ça? question. Euh, C'est un peu spéculatif, hein, donc t'es pas obligé de répondre. Ouais, non, enfin, disons que je vois des liens plus directs entre des phénomènes économiques et le retour, enfin, et le backlash antiféminisme de maintenant. Je pense que l'ultra-compétition de nos sociétés et les promesses en l'air, en fait, des féministes expliquent la plupart du retour au traditionnalisme. Qu'est-ce que tu veux dire par les promesses en l'air des féministes? Parce que là, ça semble être balancer du lourd en deux phrases. Bah, très simplement, la promesse de s'émanciper grâce au salariat, enfin, Hmm. qui est juste faux pour Ouais. 95% enfin, je ne vais pas donner des chiffres en l'air, mais pour plein de gens, le travail, c'est pas un lieu d'émancipation. Enfin, ça l'est pour les quelques personnes éduquées qui s'épanouissent professionnellement et qui peuvent payer enfin, Tellement vrai. externaliser en fait la garde des enfants, quoi. Mais sinon, Hmm, enfin, hmm, je veux dire, hmm. c'est hyper documenté, la double charge mentale des femmes maintenant, enfin, la double charge du travail tout court pour les femmes maintenant, euh, elle est vachement bien documentée. Non, Donc, c'est plus clair. C'est vrai que si on sortait ta phrase de son contexte, on aurait pu l'inclure dans le jeu. Oui, ça aurait été Et drôle. on serait demandé si c'était ah, un masculin c'est les toxique ou. promesses. Ah, mais terrible. Les promesses en l'air des féministes des années Ouais, 50. Voilà. ouais. Replaçons-le. Tu sais, ça aurait pu être presque être dit par Soral. Sorti du contexte, hein, j'entends. Non, mais je pense que c'est important de prendre au sérieux quand même ces critiques du féminisme de la première vague qui Ouais. aussi ont vachement moralisé les femmes avaient envie d'être chez elles, de s'occuper de leurs enfants, parce que c'est un discours qui peut être violent aussi pour certaines femmes maintenant. Donc, et évidemment, il y a maintenant des nouvelles féministes qui intègrent ces critiques. Donc c'était pas du tout une critique des Hmm. féministes, mais de ces Ah ouais. féministes-là, Mais, mais j'ai l'impression que intello, ton bourgeoises. analyse dirait que du coup, si c'est les promesses en l'air des... Enfin, ok, bon, je reprends la phrase. Les promesses en l'air des féministes qui expliquent le backlash, on s'attendrait à ce que ce soit une plus grande désillusion vis-à-vis des femmes. Donc que du coup, ce soit les femmes qui soient, du coup, plutôt une direction antiféministe, alors que je pense que c'est pas du tout le cas. Enfin, je pense que les femmes sont de plus en plus féministes et que c'est juste parmi une minorité d'hommes qu'il y a un backlash antiféministe, non? J'aurais pas dit minorité chez les hommes, moi. Ça dépend des pays, je pense. Je pense, mais aux États-Unis, c'est clair que c'est tellement polarisé que t'as un gros Mais même mouvement en France, antiféministe, hein. j'ai le sentiment, j'ai pas trop de chiffres dessus, mais des fois, quand je vois des rapports un minimum chiffrés,
que à minima, même si les mecs sont pas tous devenus fous et complètement anti-féministes, il y a quand même un petit shift de pensée de ouais, mais les féministes, elles font chier, tu vois, par exemple. Ne serait-ce que ça. Sans même être profondément anti-féministes, et dans leur couple, ils seront peut-être pas anti-féministes, et ils seront quand même précautionneux de la répartition de la charge mentale pour leur compagne et tout. Il y aura quand même ce ouais, mais les féministes aujourd'hui, elles abusent, par exemple, à minima. Ouais, et puis je pense que, enfin, du coup, Aurélien, ouais, pour répondre à ta question, les promesses en l'air des féministes des années 50, elles expliquent, je pense, le tournant antiféministe qu'il peut y avoir, même si c'est peut-être épiphénoménal, j'en sais rien, enfin, chez les tradwives et tout. Mais je pense qu'il faut pas sous-estimer aussi l'effet que peuvent avoir des influenceurs sur, sur ce que pensent certains hommes. Et il y a eu un super article du Guardian il n'y a pas longtemps qui a investigué la manosphère. Alors, je me rappelle plus ce qu'ils ont utilisé comme données. Bah si, en fait, ils ont utilisé les transcripts de plein de YouTube, de quelques YouTubeurs, typiquement Andrew Tate, etc. Et ils ont aussi interrogé des personnes qui étaient passées, enfin des anciens masculins qui s'en sont sortis et qui décrivent comment, en fait, en arrivant sur ces contenus-là, eux, ils voulaient juste répondre à des questions de, bah voilà, pourquoi j'ai eu des expériences aussi décevantes sur les applis de rencontre, et qui Ouais. finalement en sont sortis avec une espèce de package, enfin comment on appelle ça? Enfin de nébuleuse Hmm. antiféministe, Ouais. essentialiste et tout. Et donc, enfin, quand on voit vraiment l'audience qu'ont ces mecs-là, je pense pas que les mecs soient de plus en plus féministes, même si c'était pas votre point, pardon. Mais je pense qu'en tout cas, Hmm. euh, effectivement, j'ai pas vraiment de données là sur est-ce que l'antiféminisme progresse. Mais si c'est le cas, ça pourrait être une explication que ces influenceurs, ils matrixent vraiment des mecs qui au départ viennent juste parce qu'ils sont déçus amoureusement, quoi. Je pense qu'aux États-Unis, c'est très clair que l'antiféminisme progresse. En France, j'ai pas trop vu de données. Enfin, ce que je sais sur la France, c'est si tu vois les données moyennes ou si tu fais la moyenne homme-femme, la société en général est de plus en plus féministe. Mais je pense que c'est dû au fait que les femmes sont beaucoup plus féministes aujourd'hui qu'avant et que précisément les hommes, Ouais, moi, c'est ce que je défendrais aussi pour c'est l'Europe. pas forcément la même histoire. Donc je suis Moi, je pense d'accord. que c'est pour les hommes, moi, je fais même ce que je disais juste avant, l'hypothèse qu'au contraire, il y a une montée progressive et inquiétante de l'antiféminisme chez les hommes, et y compris aussi ce qui est inquiétant chez des gens qui n'ont pas de misère amoureuse et qui sont pas juste attraper. Parce que c'est une réalité, moi, c'est un point qui me fascine sur le plan psychologique humain, le Yak, tu mentionnais. Effectivement, il y a plein d'hommes, je pense, qui se font attraper par ça, parce qu'à la base, ils sont juste profondément tristes, ils sont ou en dépression, ou alors juste, voilà, ils ont pas d'amour, ils manquent d'amour, c'est un besoin psychologique fondamental. Quand on regarde les grandes théories psychologiques sérieuses comme la self-determination theory, c'est un des trois besoins psychologiques fondamentaux, le besoin de connexion, et que ça passe par la famille, par les amis, mais aussi par un ou deux compagnons. Et effectivement, c'est bien les attraper. Mais ce qu'on note aussi, je trouve, en France ou dans les autres pays, c'est que tu as plein d'hommes, même qui des fois aussi sont déjà en couple ou pas, ou autres, sont juste trouvent que le féminisme, globalement, n'a plus de raison d'être, par exemple. Ce qui est anti-féministe. Ouais, qui est anti-féministe, ouais. Mais alors, un des gros prédicteurs de est-ce que t'es masculin ou pas, c'est quand même être en couple. Et là, j'ai un collègue Ouais, qui fait j'imagine, des deux. ouais. 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 Et Attends, j'ai tu un veux collègue qui dire... analyse. vas-y, c'est quoi la direction? Parce que j'avais pas d'intuition par rapport à ça, c'est super intéressant. Ah ouais? Oui, Ah, c'est oui. Si drôle. t'es pas, si t'es Euh, pas moi je dirais, si t'es pas en couple, t'as plus de chances d'être masculin. ah oui, Ouais, total. Ouais. Ah bah En oui. fait, Mais si, en fait, ils j'avais... rationalisent leur célibat, enfin, de ça part, tu m'étonne vois. pas. Ouais. Et c'est un gros effet. Ah, en fait, c'est un des plus gros effets. Donc là, j'ai un collègue qui Ah, c'est s'appelle trop bien. C'est fascinant, c'est c'est effrayant, mais des c'est effets. fascinant. Vas-y, continue, pardon. Ouais, non, Mm. c'est vraiment fascinant. Donc, il y a un questionnaire d'adhésion aux normes masculines qui a été fait par des chercheurs et qui est repris par le groupe avec lequel je travaille en ce moment à Sydney. Donc, il y a 40 questions qui mesurent en gros deux gros aspects de la masculinité. Il y a un aspect, disons, féministe progressiste. Donc, est-ce qu'on accepte que la femme paye au restaurant? Est-ce que c'est important que la femme travaille? Enfin, qui sont globalement des valeurs auxquelles nous, on adhère dans les pays occidentaux.
Mais le deuxième aspect de la masculinité, c'est vraiment un aspect émotionnel. C'est est-ce que vous allez appeler à l'aide quand vous avez besoin? Est-ce que Mhm. vous dites quand vous avez peur? Est-ce que vous pensez que Mhm. travailler beaucoup, c'est... Enfin, en fait, qui mesure la performance vraiment et le contrôle de ses émotions, qui est une dimension sur laquelle on score assez bas en tant que pays occidentaux. Mhm. Assez haut. Enfin bref, en gros, les pays occidentaux sont assez masculins sur ce plan de la performance et Mhm. du contrôle des émotions. Ouais. Et donc, mon collègue Federico Macera a essayé de voir ce qui prédisait ça aux États-Unis. Et ce qu'il trouve, c'est que les personnes qui adhèrent à cette deuxième dimension de la masculinité, c'est pas du tout des personnes peu éduquées, dans des milieux reculés. Enfin, en gros, genre, ce qui prédit le plus que tu vas adhérer à ces valeurs Ouais, masculinistes, c'est être c'est célibataire. c'est c'est être célibataire. Mais en plus de ça, c'est plus représenté chez des personnes éduquées, parce que je pense que c'est Ouais. une nébuleuse de valeurs de performance et tout qu'on retrouve chez les élites, en fait. Et j'imagine que Et en fait, l'âge, je sais pas s'il l'a fait l'analyse, mais ça doit être un modérateur, j'imagine aussi. ah bah c'est très... En fait, le profil type du mec masculin, maintenant, c'est, en tout cas aux États-Unis, c'est plutôt un jeune, entre 18 et 24 ans, évidemment un homme qui vit dans un centre urbain, qui est éduqué, qui est globalement au-dessus du Ouais, salaire ouais. médian et qui est célibataire. Et c'est, enfin, moi, je trouve ça effrayant, en fait. C'est, Ah Je ouais. me demande quel autre prédicteur il y a. Je pense que c'est vraiment une étude que j'irai voir déjà parce que je suis un énorme nerd des mesures. Donc ouais, je suis maintenant extrêmement curieux de voir comment ils mesurent la masculinité. Donc le déjà, ça psychomètre. m'a... Ouk. Ah, j'adore ça. C'est vraiment mon petit plaisir, un télo. Et aussi parce que, effectivement, de voir les prédicteurs qu'ils utilisent, qu'ils testent aussi. Tu te rappelles d'autres prédicteurs potentiels, même s'ils étaient beaucoup plus faibles? Non, je pense que l'orientation politique a un rôle, mais j'ai peur de dire des bêtises. Enfin, je me rappelle plus exactement. Ouais, ouais. J'imagine Je qu'il crois doit y que avoir les peut-être républicains. Ouais. aussi la pensée autoritaire ou pas. Mais là, je spécule. Mais j'imagine que quand Ouais. tu mesures, est-ce que les gens ont des pensées autoritaires ou pas, qui doit être, c'est peut-être aussi le serpent qui se mord la queue, qui doit être aussi fortement corrélé avec la pensée masculiniste, puisqu'on va être très dans l'idée que les hommes, ils doivent être productifs, ils doivent travailler dur, ils doivent être forts, ils doivent pas, les émotions, ça te distrait de ta rationalité, etc. Mais j'aurais tendance à dire qu'il doit y avoir peut-être, ouais, dans l'environnement culturel, si tu grandis avec des valeurs autoritaires, tu auras peut-être plus tendance aussi à adopter des postures antiféministes. Ouais, peut-être que effectivement, ouais, ça doit avoir un rôle. Mais en tout cas, là, je me rappelle du coup de ce qu'il avait trouvé en termes politiques, et il disait justement que c'était peut-être lié au populisme, mais pas au fait d'être républicain ou démocrate. Et il m'a montré un Hmm. extrait de Joe Reagan qui invite Bernie Sanders à un de ses meetings. Et j'ai pareil, j'ai été, enfin, Ah ouais. ça détruisait totalement ce que je pensais être des masculins. Mais ouais, ouais, non, en fait. Il me disait, c'est des gens qui veulent, pourquoi pas, gagner beaucoup d'argent et avoir une belle voiture, mais en même temps, ils détestent les ultra riches. Enfin, c'est vraiment, c'est vraiment étrange, quoi, Ouais, ouais, ouais. ce mix. Ouais. Je pense que c'est la manosphère, c'est quand même quelque chose d'assez hétérogène. Enfin, euh, ouais, C'est ce qui fait qu'elle est fascinante. Bah, elle est à la fois fascinante pour son hétérogénéité et aussi parce qu'elle devient un problème très central dans nos sociétés. ouais, bah ouais, ouais. Enfin, je pense que il y a des actes de violence qui sont commis. Enfin, j'en ai un en tête. Je crois que bah, c'était aux États-Unis. euh, un mec qui a buté plusieurs filles sur un campus américain non mixte, au nom justement du masculinisme, etc. Hmm. C'est autour de On avait déjà aussi 2015. ce phénomène, il y a eu plein de phénomènes aussi liés aux incels, la pensée incel aux États-Unis. Il y a eu quelques meurtres commis aussi, assez connus Ouais, par des individus incels. ouais. Bah, comme de toute façon, on est Ouais. un peu dans la continuité, est-ce qu'Aurélien, on passerait pas à la deuxième question? De toute façon, je pense qu'on va rester dans les mêmes thématiques, donc, ou Je me pas, je sais demande, pas. ouais, c'est à Loïa de voir, mais c'est parti pour la deuxième question. Alors, donc là, on a pas mal parlé de ta recherche. Qu'est-ce que tu as appris dernièrement qui t'a intéressé? Qu'est-ce qui t'a parlé? Qu'est-ce qui t'a touché de façon générale?
Alors, je pense que ce que j'ai appris de plus groundbreaking ces dernières semaines, c'est qu'en fait, faire du sport ne permet pas de brûler des calories. Hmm. Et j'ai découvert ça parce que à Sydney, le fitness, c'est vraiment une religion. Enfin, genre, absolument tout le monde compte ses calories, absolument tout le monde compte ses pas. Tu sors à 6 heures du matin, t'as vraiment tout le monde avec ses chaussures de gym et son tapis de gym, les meufs qui vont au pilates, les mecs qui vont à la gym et tout. Bref. Donc évidemment, au repas, à un moment, on parlait de c'est quoi le régime le plus efficace, en gros. Et non, en fait, il y a un papier très sérieux euh, a été fait par des anthropologues évolutionnaires qui sont allés mesurer les dépenses caloriques chez les Hadza, donc un peuple de chasseurs-cueilleurs de Tanzanie. Ouais, Aurélien, tu dois connaître. Euh, Oh, je suis pas sûr, et comme je suis surpris. On en a parlé au dernier épisode d'ailleurs. Ah, c'est vrai ça. Mais attends, les de ce Hadza, c'est des papier? stars. Pardon? Ah, d'accord. Hmm. Vas-y, continue, Des pardon. Hadza, Hmm. ouais. Non, oui, voilà, c'est vrai que c'est un peu la blague que c'est un peuple qui a été. Enfin, où il y a plus d'anthropologues qui ont étudié ce peuple que de gens dans ce peuple, pratiquement. Bref. Euh, Je connaissais pas ce fact, je l'adore. Vas-y, continue. mais donc, en tout cas, il y a une team d'anthropologues évolutionnaires qui a collecté l'urine de ces personnes-là, de Hadza, donc qui a priori font beaucoup plus d'efforts physiques que l'Américain moyen, qui a un travail de bureau, etc. Et en fait, dans l'urine, on peut savoir quelles sont les dépenses énergétiques et qui se sont rendus compte que peu importe le niveau d'effort, en gros, les dépenses énergétiques moyennes pour un homme, c'était autour de 2400 calories, et pour les femmes, c'était 1900 kilocalories. Et j'ai trouvé ça vraiment fascinant, quoi. Enfin, en fait, Ah, et puis c'est des bonnes dépenses, hein. ton Ça, c'est corps. des dépenses de gens qui se dépensent bien. Ouais, ouais. Mais voilà, il faut croire que le métabolisme. Enfin, en tout cas, la conclusion de l'article, c'est que le métabolisme perdure et s'adapte. Et même quand tu vas faire plus de sport, en fait, enfin, plus d'activité physique, ton corps va juste ingérer la nourriture différemment. Ah, Et ok. Ah oui? ouais, ouais, Tu ouais. C'est, augmentes pas le nombre de kilocalories que ton corps a besoin avec un surplus d'activité physique? Parce que ça Euh, brûle pas de calories, ça, je suis d'accord. Néanmoins que par contre, ton corps a besoin de plus de kilocalories parce que par exemple, tu as plus de masse musculaire, ça, je pense que ça reste vrai. Je pense que l'idée, c'est Ah, que tu vas pas consommer plus et tu vas pas brûler plus, c'est juste que tu vas brûler différemment et de façon plus efficace si jamais tu fais Hmm. plus d'activité physique. Enfin, en tout cas, mais c'est ça que tendent à. Enfin, c'est ce que j'ai compris de ces données sur les Hadza, comme Hmm. Loya. Et c'est vrai que c'est hyper ouais, surprenant. Et j'aimerais bien avoir des. Parce que à chaque fois qu'il y a ce claim, enfin, que cette idée qui sort dans la littérature, hein, enfin, dans les journaux, on parle tout le temps des mêmes recherches de Poncer sur les Hadza. Et je me demande ouais. vraiment à quel point c'est sérieux ou à quel point ça va être débunk parce que c'est à un moment donné, parce que c'est vrai que c'est tellement surprenant. Enfin, je suis complètement d'accord avec Ouais. Loya, c'est un des trucs les plus surprenants que j'ai lu ces dernières années, quoi. En tout cas, je suis extrêmement surpris. Je l'avais pas lu et là, je suis très surpris. Ah, mais c'est complètement dingue. Enfin, Ouais. moi, quand j'ai découvert ça, et en plus, j'avais plein de collègues à table qui disaient, mais alors, du coup, enfin, qui eux sont en recherche du régime le plus efficace et qui, du coup, ont fait des petites expériences, bah, un peu comme toi, Aurélien, avec ton sommeil, qui ont essayé de marcher 20 000 pas par jour ou de cutter les calories, enfin, de couper le nombre de calories. Et ils disaient, mais le truc qui marche vraiment, c'est juste de réduire le nombre de calories qu'on mange. Enfin, c'est vraiment pas d'augmenter l'exercice physique, quoi, pour maigrir. Pour maigrir. Évidemment, l'exercice physique est super pour plein d'autres aspects de la santé, mentale, physique et tout. Mm, mm, Mais, mm. euh, mais non, c'est très Ça, étonnant. Et je sais que. ça fit plutôt bien avec mon expérience personnelle. Que, en général, parce que moi, je fais pas mal de variations de poids parce que j'ai des périodes de l'année où je vais bulk. Donc, je suis en train Ouais, de construire de la masse musculaire. Et donc, pour ça, il faut être en léger surplus calorique parce que ton corps ne peut pas créer de masse musculaire supplémentaire ex nihilo. Et je vais avoir des moments où, pour l'été, j'ai envie d'être un peu plus sec. Donc, je vais faire des cuts. Et là, je n'augmente pas ouais. forcément, j'augmente ni ne baisse mon activité physique. Je réduis juste mon nombre de kilocalories pour être légèrement inférieur à mes besoins. Et ben ouais, ouais. Et du coup, Mais ça par va changer. contre, j'ai l'impression de, maintenant que je suis, parce que j'ai eu une période de ma vie où j'étais absolument pas sportif, ou en tout cas aussi sportif qu'une éponge de mer, et une période de ma vie où je suis devenu beaucoup plus sportif. Et j'ai quand même l'impression de manger beaucoup plus.
alors même qu'à l'époque j'étais en surpoids sans être sportif, j'ai l'impression aujourd'hui de manger beaucoup plus, beaucoup plus. Ouais, 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 j'ai pas de réponse claire par rapport à ça, parce que Mais c'est... c'est un N égale 1 Oui, oui, et ouais, complètement. voilà, quoi. Mhm. C'est anecdotique, c'est juste pour alimenter la conversation. Mais c'est anecdotique, mais en fait, c'est quand même basé, c'est tellement quelque chose de sens commun, et on a quand même une certaine expérience sociale de ça, que du coup, j'aurais envie de dire, il faudrait quand même des super données, même pas que des données sur les Hadza, pour, pour Ouais, réfuter cette idée que, effectivement, le sport a un impact sur la consommation ou l'efficacité de brûler des calories. ouais. En tout cas, j'aurais l'intuition que même s'il est minimal, en tout cas, quand tu augmentes en masse musculaire, ce qui arrive dans tous les sports, même les sports d'endurance, le gain musculaire est minimal par rapport à d'autres sports, mais il est quand même là. Je pense que du coup, ton corps a besoin d'un peu plus d'énergie pour s'entretenir. Ça, je pense oui, que mais ça toi, ce que reste tu vrai, dis, mais Jeff, c'est que tu manges plus pour construire de la masse musculaire. C'est pas que forcément que tu as des ouais. besoins plus grands, c'est que tu le fais on purpose. C'est ça. Et le biais, il est que moi, j'ai fait des sports de force et des sports et aujourd'hui, plus du bodybuilding. Donc, en plus, le but a toujours été, dans tous les cas, même quand c'était de la force pure, il y avait quand même un besoin de construire un peu de masse musculaire. Mais pas trop, parce que dans les sports de force, il y a des catégories de poids. Donc, le but, c'est d'être le plus léger possible dans sa caté, enfin, le plus lourd possible, pardon, de sa caté, mais sans la dépasser, pour pas être le plus léger de la caté d'après, pour pouvoir performer Ouais, un max. ouais. Mais donc oui, donc moi il y a un biais en plus moi c'est un sport qui entraîne beaucoup plus de production de masse musculaire que dans des pratiques comme le yoga, où je pense la production de masse musculaire. Oh, et quoique je crois qu'il y a des types de yoga, les gens sont affûtés. Ouais, on y reviendra peut-être à la prochaine question, Ouais, mais ouais, Ouais. ouais. je pense que c'est un préjugé. J'ai l'impression que ça dépend des types de yoga, ouais. Ouais, totalement. Bon, là, je crois qu'il faut passer à la prochaine question, du coup. Bah ouais, On parce y qu'on a une va? belle transition là. Ouais, Super ouais, c'est une Ah, très vas-y belle Aurélien. transition. Ouais, vas-y Aurélien. Alors, Loya, tu fais énormément de yoga ou c'est quelque chose de vraiment important pour toi dans la vie? Est-ce Mhm. que tu peux nous en dire plus sur ton rapport au yoga? Qu'est-ce que c'est un rapport spirituel pour toi? Est-ce que c'est un rapport physique autre? Comment est-ce que tu vis ça? Alors ouais, pour moi, le yoga, c'est vraiment un couteau suisse dans le sens où ça peut être genre juste une manière de faire du workout, de s'entraîner. Donc ça, c'est plutôt le yoga Ashtanga qui est extrêmement et cardio et musculaire. Et enfin, et il y a toujours du stretching quand même dans le yoga. Donc en gros, les séances durent 1 heure et demie, mais c'est en gros 1 heure de renforcement musculaire, 30 minutes d'étirement et le tout de manière extrêmement rythmée. Donc franchement, ça ressemble un peu à un entraînement militaire. Enfin, c'est vraiment genre à chaque inspire, tu fais le même mouvement, à chaque et la série est toujours la même, etc. Donc voilà. Après, il y a le yoga vinyasa qui ressemble plus à de l'acrobatie. Et donc où là, tu vas faire des postures d'équilibre sur les mains, sur la tête, de arm balance, etc. Donc là, qui est un peu plus ludique, je trouve. Et il y a aussi un aspect méditation où on t'apprend. En fait, le yoga, à la base, c'est vraiment de la méditation en mouvement, donc, enfin, de la respiration en mouvement plutôt, donc où tu vas vraiment euh, accentuer ton inspiration et ta respiration pour qu'elle soit tout le temps consciente et accompagner ta respiration de mouvement. Euh, et donc voilà, en général, quand tu ressors d'une séance de yoga, tu te sens bien et physiquement et mentalement parce que, enfin, voilà, vous le savez, en plus vous pratiquez tous les deux la méditation, mais enfin, ça fait un bien fou juste de respirer, quoi. Euh, donc voilà, moi c'est quand même principalement pour ses effets bénéfiques sur le corps que je le pratique. Après, j'ai lu une BD récemment d'une philosophe qui a collaboré avec une illustratrice qui s'appelle Yoga Shalala et qui justement entrait un peu dans le détail de c'est quoi la philosophie du yoga et comment il y a vraiment une perspective décroissantiste de réduire ses besoins et du coup réduire son impact sur la planète et voilà, à la fois une philosophie politique et du développement personnel qui m'a vachement parlé, donc j'aimerais bien développer un peu plus ça. Et pourquoi pas faire une retraite de yoga de manière très originale à Goa ou enfin bref.
Donc ouais, j'aimerais vraiment creuser un peu ça aussi parce que je suis assez fascinée par toute la culture indienne que je trouve super, enfin super. Goa, sans doute l'endroit le plus blanc de toute l'Inde. Avec sans doute beaucoup de rasta blanc. Pardon, c'était la petite. J'aime beaucoup cette vanne. Qui t'appellent Loïc, qui ont des dreadlocks mais qui viennent Et qui sont, ouais, c'est de ça, et qui sont formation. informaticiens, tu sais. Ou ingénieurs, ou... Non, Ça mais dépend. voilà, c'est vrai qu'il y a toute cette dimension aussi dans le livre Yoga Shalala, enfin dans la BD, qui est vraiment géniale et qui montre que ben, c'est sûr que l'Inde en a fait un outil de soft power à un moment Hmm. enfin, pour séduire les Occidentaux, quoi. Ouais, ouais. Donc c'est assez éclectique. Enfin, le yoga, c'est à la fois des inspirations hindouistes et en même temps une sorte on cherchait vraiment à répondre aux attentes de ces hippies américains qui étaient en quête de sens et tout. Hmm. Mais oui, c'est aussi un produit de la colonisation et après de l'envie de l'Inde de briller de nouveau, quoi. Est-ce que tu dirais que ça vient combler un besoin de sens ou un besoin de spiritualité par exemple, chez toi, dans ton expérience personnelle? Non, pour l'instant, pas vraiment, justement parce qu'il n'y a pas cette dimension politique. Hmm. Euh, et ça vient combler je dirais, une reconnexion à mes émotions que j'avais peut-être perdues à un moment. Hmm. Euh, mais en tout cas, la manière dont c'est pratiqué, je trouve, en Europe, c'est quand même une manière très individualiste, où au début de la séance, on va te dire, mettez une intention, mais enfin, il n'y a jamais de discours politique, il n'y a jamais de pensée pour les plus démunis, il n'y a jamais de reconnaissance que ben, on a le privilège d'être dans ce studio de yoga qui coûte super cher et que d'autres n'y ont Hmm, pas hmm, accès. hmm. Enfin, moi, c'est ça qui donne du sens en fait. Et j'aimerais bien faire un. D'ailleurs, c'est la description de mon compte Insta Loya Yoga. Si vous voulez aller me suivre, n'hésitez Mhm. pas. Mais c'est. Enfin, moi, j'aimerais bien idéalement un jour faire du yoga non individualiste, quoi. Mais c'est trop bien Justement parce pour. que je trouve ça trop intéressant parce que tu lis spiritualité et politique, alors que dans mon état d'esprit, c'est pas du tout forcément lié l'un à l'autre. Est-ce que tu veux développer pourquoi est-ce que tu penses que les deux sont vraiment intimement liés? Euh, Effectivement, j'ai peut-être projeté un peu. Alors, moi, c'était plutôt la quête de sens, je Oui. pense, à quoi je répondais pour Joffre. Et pour Mais moi, la quête laquelle? de sens, ça passe forcément par la quête d'un monde plus juste. D'accord. Euh, Hmm. et. La spiritualité, je suis pas sûre que ce soit trop mon truc encore pour Ouais, l'instant. ouais. Enfin, Hmm, hmm, j'ai du hmm. Mais la mal quête de à penser sens, que ça me... Ouais. ouais, la quête de sens, c'est de la spiritualité aussi. Je trouve ça hyper intéressant. Vas-y, En fait, continue, pardon. ça dépend Hmm. comment on entend spiritualité, en fait. Ah, dis-nous, bah oui, c'est toi l'expert. Bah, en fait, là, on pourrait, je pense, avoir à peu près les différentes définitions, rien qu'avec, à mon avis, comment vous l'entendez et comment moi je l'entends. Mais en réalité, pour certaines personnes, ça va être quasiment en fait identique à la religiosité. Et donc, ça va passer par du transcendant, mais du transcendant de type religieux. En tout cas, avec une sorte de divinité et des pratiques religieuses. Pour certaines autres personnes, c'est des spiritualités, c'est juste une connexion au transcendant. Et là, ça peut être, par exemple, une connexion avec l'humanité, avec les valeurs humaines ou avec la nature. Et donc là, on est sur des spiritualités beaucoup plus en fait, des spiritualités beaucoup plus non religieuses. Et là, il y a beaucoup plus de personnes qui peuvent s'y reconnaître dedans. Et ça peut passer par la politique, ça peut passer par l'éthique, ça peut passer par beaucoup d'autres choses que juste du religieux. Et donc de la quête de sens, quoi. Ouais. Toi, Aurélien, c'est quoi pour toi la spiritualité? Ou comment est-ce que tu la vis Ouais, Pardon, je te laisse exposer. j'aurais pas eu de réponse aussi construite que ce que vient de dire Geoffrey, mais j'aurais imaginé que la spiritualité, ce soit une recherche de quelque chose de transcendant, enfin de quelque chose qui dépasse euh, la vie quotidienne, de penser d'une façon un peu utilitaire, et donc quelque chose qui implique une recherche de sens intrinsèque. Et pour moi, la moralité, donc l'éthique, ça peut passer par là. Donc du coup, la politique, je comprends assez bien.
Mais pour moi, ça aurait plus été effectivement la connaissance de soi, la recherche d'une compréhension de soi-même, une recherche du beau qui peuvent passer par cette recherche d'un bien intrinsèque. Et du coup, mais pour moi, effectivement, la politique, en fait, la politique, c'est pas par là que moi je vais chercher du sens à la vie en général, même si ça a été le cas quand j'étais beaucoup plus jeune, mais de nos jours, c'est pas forcément ça qui m'anime autant que ça ne m'a animé à une époque. Donc du coup, c'est vrai que pour moi, j'aurais recherché d'autres dimensions, plus connexion aux émotions, et compréhension de soi dans le yoga que de la politique. On notera qu'Aurel a commencé sa phrase en disant ouais, j'aurais pas une réponse très construite. Et puis, puis il nous a fait un truc aux petits oignons. Vraiment. Le premier de la glace, quoi. Ouais, j'ai un peu raté ce contrôle là, Mais putain. c'est tellement Arrêtez, ça. Et toi, n'importe tu quoi. le consoles. Tu lui dis non, t'inquiète, je suis sûr, t'as trop réussi. Et toi, tu reçois ta note, un vieux 12. Et, et t'as le pote Vraiment. qui est en train de gémir. Non, c'est nul, j'ai raté, il a 19. Mais j'avais pas révisé pourtant, je comprends pas. Je crois qu'il faut passer à autre chose. Non, mais en tout Non, cas, mais je c'est fais la hyper blague, mais c'était intéressant. intéressant. C'était intéressant. Ouais, c'est Mais en hyper fait, intéressant. Mais pour moi, en fait, je rebondis juste ouais. sur un truc qu'a dit Aurel qui m'a intéressé, en fait, parce que je me suis posé la question pour moi. J'aurais tendance à dire aussi que pour moi, par exemple, ça passerait pas par la politique. Mais en réalité, c'est juste parce que ça dépend ce qu'on va, encore une fois, appeler politique. En fait, souvent, la politique telle qu'elle se fait, de manière pragmatique, avec par exemple en France, avec les partis politiques et ce genre de choses, il y a un côté, j'ai du mal à y trouver de la transcendance, même si c'est important. Et voilà, il faut être matérialiste, donc c'est par là que vont passer les changements, par les luttes, par les associations, etc. Mais par contre, si je pense juste en termes de valeur, comme tu disais, Loyal, avoir un monde plus juste, ça c'est quelque chose sur lequel je vais y trouver une certaine spiritualité, une certaine transcendance. Parce qu'il y a l'idéal d'humanité et de, mais par contre, dans la politique telle qu'elle se fait sur le terrain, il y a un côté entre guillemets sale, parce que ça passe par des choses que je trouve, enfin, qui le sont, terre à terre, pragmatiques, et qui parfois ne sont pas toujours éthiques non plus, malheureusement. Et du coup, ça vient casser un peu ce truc spirituel ou quête de sens. Ouais, ouais, ouais. Non, mais enfin, je pense que ouais, il faut distinguer nos valeurs politiques idéales de la politique politicienne, qui est beaucoup une affaire d'ego, de questions électorales. Donc, Ouais, c'est ça. je comprends, mais pour revenir, enfin, moi je me reconnais plus dans ta deuxième définition de la spiritualité, Geoff, et je pense que ce besoin de reconnexion, tu disais avec la nature, les éléments, enfin, je l'ai aussi avec les gens euh, et je ressens vraiment une sorte d'apaisement quand je ressens de l'amour pour les gens ou que j'ai des pensées Mhm. positives. Tout. Et pour moi, en fait, la politique, c'est juste l'extension de cette envie enfin, que les gens soient bien, tu vois, de voir des gens Ouais. heureux autour de moi. Et je pense que parfois, je suis un peu frustrée dans les cours de yoga, oui, c'est sûr, j'ai des pensées positives pour mes proches, pour ma mère, mais en fait, j'ai aussi envie d'en avoir pour d'autres personnes qui souffrent peut-être plus. Et je pense que ça Mhm. découle du coup de ce besoin de moralité, quoi. D'accord. Ouais. Et le yoga non individualiste, t'entendrais ça comment? Enfin, ou ça passerait par quoi? Réciter le capital en inspirant depuis les Mais ce vertèbres serait trop bien! abdominales. Incroyable! En tout cas, ça te ferait beaucoup de séances. C'est vraiment là, t'es parti voilà quoi. C'est un bon business model. C'est parti pour faire un paquet de séances. Non, 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 mais enfin, franchement, c'est pas encore très élaboré comme pensée, donc enfin, faut que j'y pense un peu plus, mais déjà, ça passerait par les discours qui sont, parce que souvent dans les cours de yoga, tu peux avoir au début ou à la fin la lecture de pensée, de sagesse, de philosophie, et donc moi, j'aimerais bien introduire un peu de bah, ouais, de penser pour les plus démunis dans Mhm. ces sortes de mantras de début et de fin, et aussi par la pratique, quoi. Enfin, je veux dire, faire payer à tout le monde 25 € une séance, enfin, ça me paraît débile. Genre, il faut faire payer aux gens ce qu'ils peuvent payer, et tu fais payer aux plus riches le plus et aux plus pauvres le moins. Enfin, juste rendre ça plus Mhm. inclusif, quoi.
Oui, c'est vrai, c'est que bah, je voulais juste revenir sur un des trucs. Déjà, moi, en fait, ça passe par une étape en plus dans le cercle de l'empathie, plutôt que de l'avoir juste pour le direct, pour l'avoir aussi au cercle d'empathie, enfin, le cercle d'après, c'est-à-dire le monde, donc les défavorisés, les gens qui vivent la guerre, etc. Et juste, j'avais une question sociologique. Parce que moi, je trouve ça toujours intéressant, la sociologie du sport. Moi, pour moi, je pratique un sport de plébéien, quoi. C'est vraiment. Je ne vais pas vous mentir. Je vois rarement des bourgeois ou des aristos à la salle de sport. C'est vraiment pas. Vraiment, que ce soit dans la force ou dans le bodybuilding. À la rigueur, des nouveaux riches et Même à encore. Helsinki. Et encore. C'est pas des gens Même à riches, c'est des gens Helsinki. qui ont un peu d'argent. Ok. Ouais, c'est pas. En fait, c'est souvent de la classe. Au mieux, c'est souvent de la classe moyenne sup. Et je pense pas qu'on ait tant de classes populaires que ça, parce que quand tu fais des métiers manuels, t'as pas envie d'aller ton sport, que ce soit encore soulever des trucs, je pense. Mais pas de bourgeoisie, en tout cas pas de métier intellectuel, ou très peu. Et le Ok, parce yoga, que je moi, pense qu'il a aussi une sociologie particulière. Qu'est-ce qui expliquerait, à ton avis, la sociologie du yoga? Pratiquant du yoga, la pratiquant. bah, je pense que il y a ces valeurs dans la classe supérieure d'expression de soi et de faire des activités qui permettent au corps de s'exprimer un peu librement. Euh, Typiquement du cirque, de la danse, enfin voilà, des valeurs en fait d'autonomie qui Hmm. sont, qu'on retrouve plutôt chez les classes supérieures. Et en fait, dans le yoga, il y a beaucoup ça, parce que ça, j'en ai pas parlé, mais il y a vraiment dans le yoga une reconnexion au corps. Et en général, les profs mettent beaucoup l'accent sur le fait qu'il faut écouter son corps, que il faut pas faire exactement les postures que le prof est en train de faire, mais faire selon notre énergie du jour. Enfin, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de... Enfin, c'est pas forcément hyper expressif parce que c'est pas non plus de la danse. Il faut quand même suivre un flow et tout. Mais en tout cas, de recherche d'autonomie qui, je pense, est beaucoup plus... une valeur plus de classe éduquée que de classe moyenne. Euh, Mais je pense que c'est intéressant le yoga parce qu'il y a aussi toute une partie de la population rurale. Enfin, moi, quand je vais chez mon père dans un trou paumé en Occitanie, tout le monde fait du yoga aussi. Enfin, donc je pense que nos catégories, enfin notre distinction entre le sport selon la classe sociale, elle est très vraie dans les grandes villes, mais mais ouais, dans les milieux plus reculés, plus ruraux, je pense que il y a très peu de gens qui vont à la gym. Enfin, tu vois, Hmm. je pense. Faudrait faire Ça, j'en de la sais rien. sociologie du sport rural. Mmh. C'est un truc où j'ai pas du tout d'intuition, ça, la Zéro pratique intuition. sportive dans les milieux ruraux. Mais il doit y avoir beaucoup d'études sociologiques très intéressantes sur le sujet. Mm. Est-ce qu'on Mais je passe pense que au... le yoga, c'est aussi le sport de l'anti-performance, enfin, et que c'est peut-être une idéologie qui est plus répandue dans les milieux ruraux, quoi. Hmm. C'est vrai qu'il y a des sports plus compétitifs que d'autres. Quand tu fais du sport de combat, après c'est compétitif, mais en général c'est un ego assez sain parce qu'on t'apprend, bah, tu perds beaucoup aussi. Donc en fait on t'apprend à juste respecter ton partenaire et dans les meilleurs des cas, en tout cas avoir Ouais. ça comme un échange et toujours être dans une optique d'apprentissage. Dans les sports de force, bah voilà, tu peux directement comparer les poids que X, Y, Z soulève à ce que tu fais. Et j'imagine qu'au yoga, un peu moins, quoique je sais qu'il y a des yogas plus compétitifs que d'autres, parce que il y en a qui vont essayer de maxer des figures, j'imagine, Ouais. un peu impressionnantes ou un peu dures à masteriser. Mais j'aurais intuitivement l'impression qu'il y aura moins ce côté comparaison sociale au yoga. Mais peut-être que je me trompe. Ouais. Ouais, ouais, clairement, enfin, par rapport à une salle de gym standard ou un cours de pilates, en tout cas, dans le discours, il y a vraiment ce truc très égalitaire et très, voilà, faites selon votre énergie. Enfin, là, j'ai fait un cours de yoga avant-hier. La meuf nous a dit, si vous avez envie de vous allonger et de rester en boule pendant 1 heure et demie, sentez-vous libre et tout. Enfin, genre, faites ce qui vous fait du bien aujourd'hui. Enfin, Ok. dans la manière dont c'est enseigné, oui. Ouais, tu Euh, cherches pas la performance, t'es pas dans la quête de la performance.
Non, 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 vraiment pas. Est-ce qu'on Ouais, du passe coup, aux quand... dernières ouais, questions? ouais, j'ai la rebondir, j'ai vu que Vas-y. t'avais amorcé ça, ouais. Eh ben, en fait, on veut juste voilà, faire des recommandations culturelles. On va tous parler chacun notre tour. Et ça peut être tout ce qu'on veut. Ça peut être une recette de cuisine, ça peut être une musique, ça peut être un film, ça peut être un livre, une BD, ce que vous voulez. Donc voilà, Loïa, je t'en prie, vas-y, commence avec ta reco culturelle. Bah moi, je pense que je suis très cinéma et un des films qui m'a le plus marqué ces 2 dernières années, c'est 20 Dieux. Et c'est une réalisatrice qui a grandi dans le Jura et qui fait un film sur bah, sa région, quoi, le Jura, et la production. Et en fait, la jeunesse dans le Jura, la jeunesse agricole dans ce pays, enfin, dans cette région. Et je l'ai trouvé super parce que bah, déjà, il n'y a pas beaucoup de films sur la France rurale et pas beaucoup de films non misérabiliste sur les classes populaires. Et celui-là, il était très beau parce qu'on voyait des moments de joie, de sociabilité, l'apprentissage aussi enfin voilà, des relations hétérosexuelles et tout entre deux jeunes. Et aussi tout le savoir qu'il peut y avoir dans ces milieux-là, le savoir sur. Donc c'est un milieu de production de comté, du coup c'est vraiment bah, le savoir lié au bétail, quoi. Mais voilà, on se rend compte qu'en fait, il y a de la enfin, il y a du vrai savoir qui est un savoir pratique, il y a de la transmission de ce savoir de génération en génération, de comment on fait accoucher une vache. Enfin, une meuf à 16 ans, elle sait faire accoucher une vache, enfin, qui est quand même, enfin voilà, plein de savoirs qu'on valorise pas toujours. Et aussi montrer bah, les difficultés de cette jeunesse, les difficultés du milieu agricole et aussi la sociabilité masculine. Que je trouve hyper bien montré dans ce film, quoi. À un moment, il y a un des mecs à qui il arrive une tragédie et il retrouve son pote le soir et son pote lui dit alors, comme je vous spoil pas, donc je dis pas ce qui s'est passé, mais ils sont assis sur un tracteur et son pote dit alors, comment tu te sens vis-à-vis de ça, machin, et l'autre dit ouais, ça va, ouais. Il fume sa clope comme ça, alors que le truc qui est arrivé est horrible. Et juste, il y a un dézoom sur ces deux mecs assis sur un tracteur au milieu du champ. Et enfin, tout est dit en fait dans la scène sur comment les mecs, Ça, je crois que c'est une ben, image du trailer, parce que j'ai pas malheureusement pu voir le film et je l'avais vu en trailer, une séance ciné. Ça a ouais. max 1 an, je crois, ce film. Peut-être 1 an, j'étais encore en France. Ouais, 1 an et demi, un ouais, je truc pense comme que ça, ouais. c'était fin 2024, ouais. Ouais, ouais. Ça faisait Ouais, hyper envie. Donc ça, tu ouais. réactives mon envie de voir Franchement, ce film. ouais, vraiment, il est super. Après, moi, voilà, je fais des sciences sociales, donc j'aime bien tout ce qui ressemble un peu à du docu, mais qui est quand même un peu stylisé et tout. Donc, Ouais. c'est pas un blockbuster, quoi. Ouais, mais Non, mais ça a l'air trop bien. c'est de la tranche de vie, ouais. C'est de la tranche de vie. Je suis d'accord. Ouais, En fait, je sais pas si c'est ce que tu ressens aussi quand tu vois ce genre d'œuvre. Moi, ça me donne l'impression d'avoir une fenêtre sur l'humanité. J'en ressors toujours avec le ouais, sentiment. Là, je comprends encore mieux l'être humain dans sa diversité et dans ce que les gens peuvent vivre au quotidien. ouais. Ouais, ouais, et puis en fait, tu ressens vraiment cette tranche de vie parce que elle parle de ce qu'elle connaît, quoi, et ça se ressent vachement dans le film, en fait, qu'elle fait un film sur son enfance, quoi, et du coup, le regard est enfin, très vrai, quoi. Ouais, super Rocco, super Rocco. Eh Et ben, vous, à c'est ton tour, quoi? Aurélien. Alors, ma recommandation culturelle, c'est une recommandation où je suis un peu partagé encore, mais je suis en train de lire Le Monde des Hommes de Pramodia Anantatur, qui est un écrivain indonésien de deuxième moitié du XXe siècle, globalement. Et c'est le récit d'un jeune homme à la tournant 19e, 20e siècle, vers 1900, qui est le seul Indonésien non métis à aller dans un lycée prestigieux et à faire des études. Et donc, c'est son rapport entre l'aspect, ok, influence coloniale néerlandaise, donc sur sa manière de voir le monde, sur le fait que c'est le seul à avoir une éducation à l'occidentale dans un univers qui reste très traditionnel, et sur son sentiment partagé d'admiration pour l'Occident et en même temps de sentiment personnel indonésien. Et ses relations avec d'autres mondes qui sont un peu moins guindés que le monde occidental, enfin qu'il admire énormément. Donc c'est assez intéressant.
En fait, j'avais jamais lu de roman indonésien, j'avais jamais lu de roman se passant sous la colonisation néerlandaise aussi. Et c'est très bien écrit, c'est assez chouette, hein. Mais je suis pas pour autant transcendé. C'est pour ça que je sais pas dans quelle mesure je le recommande absolument, mais c'est quand même assez chouette, hein. Donc Donc voilà. à lire Après, si la thématique vous intéresse. Et ouais, le c'est ça. dépaysement culturel aussi, j'imagine. Ouais, ouais. Après là, j'en suis aux deux tiers, donc je réserve encore mon jugement. Et puis en plus, Ouais. c'est le premier tome d'une tétralogie. Je sais pas si j'arriverai au bout des quatre tomes, mais en tout cas, pour l'instant, c'est quand même assez chouette. Voilà, donc le Ça monde donne des trop hommes. envie. Mhm. Ouais. Geoffrey, à ton tour. Alors, je sais pas pourquoi j'ai changé d'avis à l'instant. Parce que à la base, j'avais envie de faire. Je vais faire deux mini rocos. Allez, c'est parti. T'as le droit. Allez, Euh, je note Parce vos il recos. y en a une qui est un peu mainstream, mais je pense que toute personne qui va écouter cette reco-là, s'ils aiment les jeux vidéo et qu'ils aiment les jeux vidéo qui ont un vrai narratif et qui proposent une véritable histoire qui transcende, l'auront fait. Et j'avais envie de la faire parce que c'est bientôt les Game Awards et très certainement le jeu Clair Obscur Expédition 33 va gagner ces Game Awards parce que c'est un des meilleurs jeux auxquels j'ai pu jouer de ma vie, déjà tout court, et je pense aussi un des meilleurs jeux qui a été fait ces 10 dernières années, et qui m'ont refait ressentir des émotions que j'avais ressenties en faisant certains jeux vidéo aussi très orientés narratifs quand j'étais adolescent. Et je pensais que c'était des sentiments très liés à l'adolescence, en fait, je les ai retrouvés là. Et juste pour faire un pitch très rapide, comme ça je fais une autre reco un peu plus niche. En fait, tu commences C'est déjà l'histoire. très niche pour moi. Pour les non-joueurs de jeux vidéo, ce sera Je très me demande ce niche. que ça va être. Mais c'est un jeu qui a chamboulé le monde entier dans les joueurs parce que tu peux voir des cosplays de gens de Clair Obscur Expédition 33 absolument partout. La chanteuse, l'orchestre, donc c'est Oh, un jeu qui a été cosplay. fait par un studio français. Allez écouter la musique qui est faite par l'orchestre Curieux, la chanteuse, j'ai oublié son prénom, qui a fait la plupart des lyrics des chansons de ce jeu, qui a fait la BO, et dans le top 10 des chanteuses les plus écoutées au monde actuellement. Tellement ça a marqué le monde. Donc, tapez juste Éclair Obscur Expédition 33 Host et vous trouverez des concerts des morceaux. Et la musique, même si vous n'êtes pas jeu vidéo, elle est juste exceptionnelle. C'est God tier. C'est incroyable. Vraiment, ça fout les poils, c'est émotionnellement chargé. C'est vraiment, ça peut te mettre les larmes aux yeux. Et donc, juste un pitch très rapide, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est que tu joues, tu es dans une sorte de Paris très étrange, un peu belle époque, mais en même temps, tout est déformé un peu dans un style un peu à la surréaliste. Vraiment, ça va être style Magritte Dali. Tu as une tour Eiffel un peu déformée, étrange. Et il y a un monolithe dans le fond avec un nombre écrit dessus, avec écrit 34, et une sorte de femme géante que tu vois très, 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 très au loin, et qui est recroquevillée sur elle-même. Et donc, on ne te dit pas vraiment ce qui se passe, mais tu comprends qu'en fait, sur ce monolithe, chaque fois que le chiffre change, et il baisse d'un tous les ans, toutes les personnes qui ont l'âge du chiffre qui vient de disparaître, eh ben, sont gommées de l'existence, c'est-à-dire qu'ils disparaissent. Ce qui signifie qu'il n'y a plus d'humain qui a plus de 34 ans au moment où le jeu commence. Et quand tu commences, en fait, c'est le moment où l'âge passe à en dessous, il passe à 33, d'où le fait de Expédition 33. Et donc, tu assistes c'est pas un spoil, c'est vraiment le début du jeu, à la peintresse, il l'appelle la peintresse, qui se lève, cette sorte de géante en fond dans le monolithe, qui a l'air très très loin, qui gomme le 34 et qui vient inscrire au pinceau 33. Et pile à ce moment-là, tu vois, il y a une sorte de cérémonie très émotionnellement chargée qui était en train de se mettre en place. Et tu vois les gens qui avaient 34 ans disparaître, littéralement. Donc, beaucoup d'émotions, des enfants qui pleurent. Donc, déjà, avec une musique exceptionnelle. Et donc, ça annonce la couleur. Et en fait, tu joues un personnage qui fait partie d'une expédition. Chaque année, il y a une nouvelle expédition. Et ton but, c'est d'essayer d'atteindre la peintresse pour comprendre ce phénomène et potentiellement peut-être l'en empêcher. Et donc, il y a plein de mystères et plein de rebondissements. Et la narration et l'histoire est incroyable. Mais pas que. Vraiment, c'est beau, la musique est belle, et voilà. Et j'ai passé plus de temps que prévu, donc ce sera peut-être ma reco principale. Mais j'avais aussi envie de parler d'une reco un peu plus niche,
J'ai lu un livre qui m'a beaucoup touché, très court, de 100 pages, qui s'appelle Le démon de la colline au loup, écrit par Rouchon Bory. C'est un auteur que je connaissais pas. Et ça vous raconte l'histoire. Moi, c'est vraiment une passion que j'ai dans la vie, c'est l'histoire des gens un peu cassés, qui ont vécu des trajectoires de vie parce qu'ils sont nés dans la mauvaise famille et qui ont vécu des choses traumatiques. Ça les a brisés, comment ils se reconstruisent ou pas. Donc là, c'est un peu assez dur parce que tu comprends vite que c'est quelqu'un qui raconte l'histoire depuis sa cellule de prison et qui raconte à la fois son enfance, comment elle a été détruite et comment il n'a pas réussi à s'en sortir, même à l'âge adulte, parce que le poids qu'il portait était beaucoup trop lourd. J'en dis pas plus. Mais c'est un roman que je recommande beaucoup, mais par contre, il faut pas être dans un moment de fragilité ou un moment de faiblesse, parce que ça aborde des termes, des thèmes très, très, très durs de l'enfance. Donc voilà, mais par contre, voilà, un peu comme tu parlais, Loya, des films docu ou des docus qui donnent une fenêtre un peu sur l'humanité, ce genre de choses aussi, je trouve, en donne parce que ça rappelle la réalité de ceux qui n'ont pas de chance de naître dans ce genre de famille. Donc voilà, ce sera ma deuxième mini-reco. Ok. Et c'est Super. quoi la nationalité du roman? Enfin, de l'écrivain, de Français. l'écrivain. Français. Ok. Ouais, ouais, qui est français, et je me demande s'il n'a pas eu aussi un. Non, il n'a pas eu le prix. Finaliste du prix Goncourt. Bon, voilà. Ah Moi, je oui. m'en fous des prix, mais juste. Voilà, et je crois qu'il est de 2021. Il m'a été recommandé par une pote il n'y a pas longtemps. J'étais en panne d'inspiration pour quoi lire et j'ai pas été déçu parce que c'était vraiment le truc très deep, enfin, vraiment passionnant. Et voilà. Top. Bah, je connaissais Ok. Clair-Obscur, mais pas du tout le roman. Hmm. Et allez écoutez, juste là, c'est pour toi, Aurel et Loya, juste à un moment, écoutez juste la musique de Clair Obscur, à un moment, parce que vous savez pas quoi écouter, vous allez être Peut-être que ébahis. tu pourras la mettre en jingle de ce podcast. Je suis pas sûr d'avoir les droits. Ah oui, merde. C'est pas faux. Non, mais avec plaisir. J'avoue que je connais pas du tout cet univers, mais là, te voir en parler avec des étoiles dans les yeux et tout, ça m'a presque donné envie. Ouais. Et puis l'esthétique euh, entre deux Je pense que c'est le genre guerres, de jeu surréaliste et vidéo, tout, ça a l'air très chouette. ouais, je pense que c'est le genre de jeu vidéo qui peut plaire à des gens qui jouent pas aux jeux vidéo. Ouais. Non, mais tu vois, j'avais du mal à comprendre parce qu'en arrivant dans ma coloc actuelle, ils avaient mis une énorme télé et en fait, enfin, moi je me disais putain, trop bien, on va regarder des films de ouf sur ce grand écran. Et en fait, ils s'en servent que pour jouer aux jeux vidéo et j'étais vraiment en mode, mais enfin, c'est vraiment une sous-utilisation de cet écran de malade. Mais effectivement, en fait, enfin, s'il y a une recherche graphique et tout, j'imagine que ça doit être une expérience de fou de jouer à un jeu Ouais, ouais, vidéo ouais. Mais en sur un fait, il y a écran des de jeux télé. vidéo, il y a plusieurs classifications. Bah, on connaît quelqu'un qui bosse là-dessus. Bah, on l'invitera un jour avec Aurélien, qui bosse sur les jeux vidéo. Mais en fait, il y a des jeux vidéo plus deep que d'autres. Et il y en a, mais c'est comme pour les films en fait. Tu peux très bien, quand tu regardes un film, tu peux regarder Les Tuches, ou tu peux regarder un film un film, je sais pas moi, de Tarkovsky ou de Kubrick. Donc c'est un peu Ouais, pareil dans le monde du jeu vidéo. T'en as pour tous les goûts, pour tous les centres d'intérêt. Ça va de deep à pas deep, à ludique à moins ludique. ouais. Ok, j'ai Mais voilà. regardé Mais là je pas pense qu'on longtemps. on peut clore cette émission sur ce mot de la fin. Et bah, merci à nos auditeurs et auditrices. Et puis on vous dit à la prochaine pour un nouvel épisode. Ciao! Merci énormément, Loïa, d'avoir été là. C'était vraiment super. Bah, Euh, merci à vous, c'était un super moment. Je pensais que ça faisait que 1 heure tellement c'est passé vite.